Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben bonjour à tous, nouvelle émission aujourd'hui dans la chaleur, hein Messaya? C'est même plus que la chaleur, là, c'est une catastrophe. Aujourd'hui il fait très chaud. Alors c'est un plaisir de vous retrouver, déjà je vous remercie parce qu'aujourd'hui on a vraiment les retours sur l'émission de la NWO, Yes. qui a super bien marché. Donc n'hésitez pas à continuer, à ceux qui ne l'ont pas encore vu, à aller vous faire plaisir et à mettre un j'aime et un commentaire parce que c'est une émission qu'on a vraiment apprécié faire. Ouais, qu'on a adoré faire. Même. Voilà, on commence tranquillement alors. Aujourd'hui les amis, il fait très chaud, on est sur le gros point de la canicule, hein, la grosse journée de la canicule, donc si vous entendez notre voix doucement et si on fait des erreurs, c'est normal, on est en train de faire des AVC sur place. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, hein. Et si la vidéo transpire, c'est totalement c'est totalement normal. Alors comme petit d'habitude, hein, le petit point, n'hésitez pas, on compte sur vous, la communauté ne cesse de grandir, ça fait vraiment plaisir. Donc un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'oubliez pas la cloche. Et j'ai lancé un Discord, alors je suis encore moi je suis un peu Shawn Michael devant l'ordinateur. Hein. Oui, à WrestleMania 13. Et là, j'ai du mal. Donc j'ai le Nico qui nous avait rejoint pour l'émission sur la Nexus, qui va un peu tout m'expliquer. Je vais essayer de le faire vivre. Laissez-moi du temps, hein. Je suis papy découvre l'informatique. Je vais essayer de m'impliquer un peu. Vous savez que je suis un peu un sauvage. Bah, je pense que le Discord, ça te conviendra peut-être plus que... Peut-être plus au moment où je suis sur le PC, au moins je verrai les notifications plus facilement et j'essaierai de communiquer un peu avec vous. Et avant de se lancer sur l'émission, qui est un sujet très intéressant pour nous, c'est DDP. Oui. Je suis très content de parler de ce catcheur-là parce que c'est un catcheur qui est au-delà du catcheur. Bah, il a une aura en dehors du monde du catch avec son DDP yoga et il a sauvé pas mal champion du peuple de la WCW. Et il a sauvé pas mal de catcheurs mal en point, donc c'est toujours plaisant de parler de lui. Oui, mais de pouvoir parler enfin de sa carrière de catcheur, parce que très souvent, en tout cas sur le YouTube francophone, on en parle très peu. Ouais. Il n'y a pas de vidéo, il me semble, sur quelqu'un qui a retraité sa carrière. Et quand on parle de l'échec de WWE, le peu qu'on en a parlé. En même temps, l'échec, c'est une catastrophe. Il faut en parler de sa carrière de WCW, c'est important. Alors juste avant qu'on se lance dans une grosse émission, je voulais te parler d'un truc, d'un commentaire sur la dernière émission sur les tag teams. Oui. Ou un commentaire érudit, un abonné érudit, donc j'ai plus son nom, c'est un Québécois. Je le sais parce que je parle soir avec lui, moi j'ai son surnom et je sais pas s'il veut qu'on le dise à l'antenne, donc je vais pas le dire, je vous laisserai aller voir le commentaire, où il explique pourquoi il y a eu le Brawl for All. Ah. Il explique qu'en fait c'est JBL qui faisait le malin dans les backstage en disant moi dans un vrai combat je pèterai ma gueule à tout le monde. Et en fait Vince Russo l'a pris au mot, il lui a dit puisque c'est comme ça on va organiser des vrais combats. Ah énorme, bah, donc, du coup je ne connaissais pas l'anecdote. Donc ça reste une idée à la con, hein, on est bien d'accord, ça reste une idée que ça a failli tuer plein de catcheurs. Et j'ai mais du coup ça a dû remettre bien JBL à sa place, parce que comme j'ai dit, il se fait sortir du tournoi, quoi. Il se prend une bonne gauche de Bargun et il rentre à la maison. C'est Ballonné Brun, le commentaire, le nom de la personne qui a laissé le commentaire. Et j'en ai un autre qui m'a bien fait rigoler aussi, c'est Nettyboost qui m'a dit je rigole tout seul en repensant au match de boxe entre Bart Gunn et Butterbane. Ouais, ça l'a fait marrer, ça l'a fait penser à quand on a parlé. Moi, ça me fait presque pareil pour lui. Je trouve ça triste. Non, je pense qu'il a rigolé plus parce que c'était tout et n'importe quoi. Voilà. Et ben, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des retours très intéressants, des gens surtout qui sont toujours, qui n'hésitent pas à compléter et même quand on dit des bêtises, à nous les corriger. Alors, Messaya, aujourd'hui, on va se lancer. Enfin, ça y est, on commence après 3 minutes 30. DDP, Diamond Dallas Page. Donc, j'ai bossé un petit peu sur sa jeunesse, mais bizarrement, par rapport à d'autres catcheurs, j'ai trouvé un petit peu moins de choses. Déjà parce qu'il a peut-être commencé plus tard. Donc, il s'appelle de son vrai nom, alors il faut le sortir, Page Joseph Falkenberg Jr. Il est né le 5 avril 1956 et je pense que c'est le catcheur le plus âgé qu'on va parler dans cette émission. À l'heure actuelle, tu veux dire? Ouais. Parce qu'il est quasiment à 70 ans dans un an. Ah oui. Donc je pense que c'est le catcheur le plus âgé. Tu l'as dit sans le vouloir, mais oui, c'est un catcheur qui a commencé très tard. D'ailleurs, je te poserai une petite question dans quelques minutes à propos de ça. Il est né à Point Pleasant dans le New Jersey. Il a grandi dans une famille modeste et il a principalement été élevé par sa grand-mère car ses parents ont divorcé très jeune. Il a souffert de troubles de la lecture, ce qui l'a rendu sa scolarité difficile. Par contre, c'était un grand sportif. Fan de basket et de hockey sur glace où il était très bon. Oui, de hockey sur glace, ça j'avais lu, et en vrai, même comme on a dit, il a commencé tard, à l'âge de 35 ans. Oh, le catch. Le catch, oui, et même en tant que manager déjà à l'époque, oui, il a un bon physique, et il est grand en plus, donc s'il avait commencé peut-être 10 ans plus tôt, ce serait peut-être une des plus grandes superstars. Ouais, bien sûr. Pu être le cas.
Bah, de toute façon, j'ai lu dans beaucoup de trucs, lui, il a toujours rêvé d'être une star. Oui. Pas forcément dans le catch, mais d'être une star. Oui, Et- il voulait être connu, il voulait être reconnu. Et le mot qui revient également énormément à propos de lui, c'est charisme. Ah bah, on y reviendra plusieurs fois dans la vidéo. Avant de percer dans le catch, il a travaillé dans le monde de la nuit, il a été videur, qui est point commun avec Scott Hall et Kevin Nash, il me semble. Bah, ça va jouer sur ses premières gimmicks. Hein. Il a aussi été publicitaire et promoteur, ce qui l'a amené à travailler avec des catcheurs, à se rapprocher du monde du catch dans les coulisses. Oui, c'est comme ça qu'il a pu se rapprocher. Et donc, la dernier petit point que j'ai trouvé, ce n'est qu'à plus de 30 ans qu'il commence réellement à s'appliquer dans le monde du catch, mais principalement en tant que manager. Mais 30 ans pour commencer le monde du catch, c'est déjà un peu tard. Un peu tard, surtout dans les années où il a commencé. Bah, on est quasiment 80, ouais, 80, 90. Et moi, après, si tu veux, je sais qu'avant de devenir catcheur, il commence comme manager, on est dans les années 80. Oui. Beaucoup à l'AWA. Il se fait remarquer, alors lui, c'est toujours ce qui revient, c'est son look. Il avait déjà un look flashy, les lunettes de soleil Ses extravagantes, le charisme, le micro, les cheveux. Voilà, il avait tout ce qu'il fallait pour être une superstar du catch, sauf le fait d'être catcheur. Parce que bah, dans le ring, il s'était jamais entraîné. Et c'est à 35 ans qu'il décide de se dire, j'ai envie J'ai en envie plus d'être de... J'ai envie d'être dans. J'ai envie d'être dans le ring. Voilà. Et puis, c'est tout pour sa présentation. Et est-ce que tu veux parler un petit peu de son passage dans les fédérations internationales? Est-ce que tu... indépendantes, est-ce que tu as des choses à la WA? Ben, j'ai pas de grand, on va dire, j'ai pas d'anecdote si vous voulez. J'ai très peu vu de DDP dans les circuits indépendants. Par contre, il y a un fait marquant quand même, c'est qu'il a été manager des Fabulous Freebirds. Une des plus grandes équipes de l'histoire du catch. Exactement, ouais. On lançait même un truc qui est encore utilisé aujourd'hui, la Freebirds Rule. Donc explique d'Ivoire ce que c'est. La Freebirds Rule, on est une tag team à 3 personnes, ou à plus, mais en général c'est à 3 personnes, et en fait, ils se passent le titre. Ils sont champions à 3, mais ils catchent qu'à 2. Donc, le New Day a repopularisé ça, exactement. Popularisé ça. Ils faisaient des mash-ups, c'était Xavier ou Kofi, ou Xavier. Voilà, c'est ça. En fait, tout le monde est champion par équipe sans forcément qu'ils soient que deux. C'est ça, et c'est accepté. Et ça marche. Oui, bah après, on est dans le monde du catch. Oui, on est dans le monde du faire catch, mais voilà, dans l'idée, ça a, entre guillemets, pas de sens, mais ça marche. Est-ce que je peux te poser une petite question avant qu'on arrive à son arrivée? Parce qu'après, je pense que tu vas parler de la WCW. Oui. Est-ce qu'on finalement on peut pas comparer sa carrière, alors de loin, hein, à Batista, sur certains points? Bah, sur l'arrivée tardive. Voilà, c'est sur l'âge. Et puis Batista aussi, quand il a commencé, il était promoteur. Pas promoteur, il était manager. Bah non, lui, il était il était dans le, comment ça s'appelle? À l'OW. À l'OVW, il était en tant que catcheur. C'est juste que quand il commence dans les écrans. On l'a mis en tant que bodyguard, même pas vraiment manager, bodyguard, quand il était, Léviathan. Deacon, c'était Deacon Bautista, avec Divon. Avec Divon, ouais. Mais, ça a pas duré longtemps, c'était de la merde. Mais non, ils ont voulu en faire un catcheur, parce que la différence entre DDP et Batista, c'est que DDP, il avait un look de fou, de star et tout ça, mais il avait pas le physique de monstre. Alors que Batista, quand ils l'ont arrivé avec son physique, il voulait le mettre dans le ring, parce que le mec, Batista, de toute façon, il y avait dollar écrit aussi sur sa tronche. Exactement. DDP aussi, mais ça a pris plus de temps, c'est pas pareil. C'est pas pareil, comme je dis, c'est même s'il est très grand et qu'il a un bon physique, mais il a pas le physique des mecs des années 80-90. Oui, c'est pas un Golgoth musculeux, tu veux dire. Exactement. Je pense, hein, voilà. Et moi aussi, je suis content parce que ouais, le mec, il a une telle aura et sa carrière, c'est une étoile filante en fait. Bah, c'est que la WCW en fait. Oui, parce qu'à la WWE, ça va m'énerver quand on va en parler. On va en parler. Hein. On va en parler, mais c'est vrai que finalement, c'est 88-2003, quoi. Plus ou moins sa carrière de catcheur. Dans le monde du catch. Ouais, on va dire c'est ça. Et même si on commence en tant que catcheur, c'est 95, 2002. 2002, oui, c'est. 2003, il est déjà plus là, je crois. Bah, il est déjà plus là, ouais. De toute façon, son utilisation à la WWE. Donc, c'est 7 ans de carrière de catcheur. Après, bon, il avait déjà 35 ans, ça fait juste de 35 à 42 ans. Pour vous donner une idée, il a commencé à un âge où certains prennent leur retraite. Oui. C'est impressionnant quand même de se dire ça. Alors du coup, c'est quoi? C'est la WCW qui le repère? Ouais, qui le signe. Et au début, il va commencer bas, vraiment bas, low card, mid card. Par contre, il va vraiment étudier. C'est pour ça que je vais faire déjà un petit bilan sur son style. C'est qu'il va énormément étudier. C'est quelqu'un qui va progresser très très vite. Donc comme tu aimes bien utiliser le terme, c'est un student of the game. Voilà. Comme à la WCW, il a des bons copains. Comme on l'a dit, c'est bien rapproché de gens. Qu'il fallait. Des gens, c'est ça qu'il fallait, pertinent. Plus d'autres gens, d'autres fédérations, ou qui viennent d'arriver. Il a très vite, avant qu'il parte, on va dire, par exemple, comme tu as dit, il était amené avec Kevin Nash.
un grand ami de Kevin Nash, avant qu'il parte à la WWF avec Shawn Michaels et tout ça. Oui, avant le premier départ de Kevin Nash. Bah oui, parce qu'il y a une de ses premières gimmicks, justement, on y viendra, où il était en équipe avec Kevin Nash. D'accord. Donc il s'était déjà... C'était son manager Parce que quand tu dis en équipe, il catchait pas encore à l'époque là. Si, il commençait. Il commençait. Il commençait vite fait à catcher, un peu des deux, mais comme j'ai dit, un peu jobber, quoi. Pas très intéressant, genre face un peu lambda. Bah, il a toujours été énormément considéré en tant que manager. Par contre, en termes de catcheur, il a eu énormément de mal à se faire sa place. Oui, c'est ça. Quand il a décidé d'être catcheur, il y avait beaucoup de gens qui étaient très dubitatifs par rapport au fait, mec, t'as 35 ans, t'as été manager, ça fait qu'un, arrête de nous faire chier, quoi. C'est ça, mais comme il a été bon copain, et en fait, il a fait ses preuves, en fait, c'est quelqu'un, ça doit être un des rares catcheurs aussi, où je n'ai jamais lu ou entendu de problème backstage. C'est vrai qu'on entend peu de choses. Je crois, le mec est adorable, il accepte de bosser, il accepte tout ce qu'on lui donne. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui ne refuse pas des programmes, des machins et tout ça. Genre, j'ai absolument rien lu dessus. Et du coup, ça lui a, comme tu dis, ben, il a dû faire ses preuves vraiment pour qu'il puisse monter progressivement. Et jusqu'à ce que le public s'attache à lui, on y viendra, et où ça a tout explosé d'un coup. Bah, c'est sa rivalité avec Macho Man qui le lance en tant que vraiment catcheur. Qui montre au public que c'est un catcheur. Ouais, c'est ça. Ça arrive avec Macho Man, on en avait parlé dans la vidéo de la WBO. Bah, très peu. Ouais, très peu, mais c'est ce qui va exploser. Tu as dit que justement tu gardais cette rivalité-là pour cette émission-là. Exactement. Et est-ce que c'est lui le vrai People Champ? Bah, pas le vrai, mais c'est le People Champ, comme j'ai dit en vidéo. De la WCW. C'est vraiment lui, le public était vraiment à fond avec lui, complet. Il levait les bras pour faire le signe du diamant. Le Diamond Cutter. Donc on peut déjà en parler un petit peu. Ouais, je te propose de parler de ça, ouais. Parce que son finisher, il est légendaire. Il est vraiment légendaire. Et à tel point que la personne qui l'a repris, c'est le finisher le plus populaire de l'histoire. C'est le RKO, les amis. Hein. Bah ouais, on veut dire cutter, donc je l'avais déjà dit, mais ça s'appelle normalement le S-Crusher, qui a été inventé par John Laurinaitis, Johnny Ace à l'époque dans les années 80. C'est un cutter, donc qui a été multiples fois décliné, même Bubba Ray Dudley en finisher il avait un cutter. Mais il y en a deux qui ont explosé, le Diamond Cutter et ensuite le RKO. Le 3D ressemble un peu à un... Bah, ça finit en cutter, de toute façon. Ouais. Mais est-ce que tu as quelque chose quand même à dire, à expliquer un peu quand il est manager à la WCW avant de devenir catcheur? Il y a des faits marquants, il y a quelque chose où c'est très disparate? C'est lambda moins. C'est juste qu'en fait, il commence un peu à trouver sa personnalité parce qu'au début, c'est un fait son lambda. Il tourne heel. Et en fait, il va utiliser par rapport à son nom Diamond Dallas Page, les diamants, l'argent. En fait, ça va devenir un mec qui a gagné il me semble, un mec qui a gagné au casino Las Vegas, tout ça. Et en fait, il va se la péter grave. Et c'est pour ça qu'il va avoir Vinny Vegas avec lui. Vinny Vegas, voilà, Kevin Nash. Et en fait, c'est vraiment, il se la pète en fait. Et surtout que, on l'a déjà dit, on parlait un peu plus, il a une femme submissive. Il l'avait déjà dès le départ? Oui. Kimberly Page. Kimberly Page. Tu sais que je l'ai jamais vu. J'ai jamais été voir, jamais pensé à aller voir Kimberly Page. T'as jamais fait vraiment attention? J'ai jamais fait gaffe. Okay. Bah, j'ai jamais regardé trop de shows WCW. Et c'est vrai que ça. Les images de lui, quand tu l'as vu, il était plus avec. Oui, parce que. Elle était plus avec lui à l'écran. Parce que voilà, et je sais que elle quand, au moment du départ vers la WWE, elle a dit, je suis pas. Oui, c'est ça. Très bonne idée. Ouais, très bonne idée. Très bonne idée parce ils en auraient fait, elle se serait retrouvée à catcher, alors que c'est peut-être pas une catcheuse. Non, elle par contre, elle a toujours été manager. Ce qu'ils ont fait, par exemple, avec Tori Wilson. Tori Wilson qui s'est retrouvée à catcher à la WWE, alors qu'en fait, c'était pas une catcheuse. C'était Siki Blur, pareil. C'était Siki Blur. Oui, j'ai dit Tori Wilson, mais j'aurais pu dire Siki Blur. Les deux, on les a fait catcheuses, alors qu'en fait, c'était des manageuses. Ouais, voilà, c'était là pour leur physique. Hein, et de toute façon, il n'y avait pas vraiment de division féminine à la WCW. Non. C'était des manageuses, elles étaient là pour se montrer autour du ring. C'est pour ça on revient sur cette petite blague, quand ils ont embauché Madusa Michelli et qu'elle a mis la ceinture féminine dans la poubelle. Alors, ils ont embauché Madusa qui était à Lundra Blaze juste pour faire ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de division féminine. Ouais. En fait, à Lundra Blaze, je sais pas. Ouais, elle était là pourquoi elle? Pour rien, juste pour foutre la ceinture WCW à la poubelle. Et je vais le redire. C'était sa place. Ouais. Il avait quoi un petit peu comme rivalité? Tu peux expliquer? Oui, donc comme j'ai dit, c'est un heel coquille qui se la pète et tout ça. Donc au début, il avait Vinny Vegas. Sa première grosse rivalité marquante, c'est en 96. Ok. C'est face à Eddie Guerrero. Donc en plus, ça va l'aider. Ça va l'aider parce que comme j'ai dit, c'est vraiment un étudiant du catch. Et en fait, il va avoir très vite une science in ring.
pour un mec qui a commencé ultra tard, qui n'a pas eu les entraînements comme les autres. Mais quand t'as affronté Eddie, t'apprends. C'est ce que j'allais dire, ça a dû bien l'aider. Et en fait, il va vraiment avoir un style génial, beaucoup basé sur les contres, pour le coup. Notre ami DDP, quand il fera les Diamond Cutter, justement, il est capable. Maintenant, dit RKO Tanaware, mais à l'époque, c'était tu trouves un point commun avec Orton, c'est ce que tu me disais en off. Carrément. La capacité de le sortir n'importe où. N'importe où, à n'importe quelle situation, en contre, du coin, du machin, après un finish. Génial. Et moi, j'ai envie de redire la petite anecdote qu'on a dit à propos d'Eddie Guerrero. C'est The Rock qui avait dit, il regrette de ne pas l'avoir affronté plus parce que jamais personne l'a mis aussi autant en avant qu'Eddie Guerrero, je crois. Exactement. Donc pour apprendre à affronter Eddie Guerrero, ça devait être super. Ah ouais, bah Eddie Guerrero, on n'en tirera pas d'éloge hein, sur son in-ring, il était parfait. C'est impressionnant de se dire qu'on est déjà en 96 et qu'en fait de 90 à 96, il n'y a rien finalement. Non, il a rien. Il était en low-card mid-card jusqu'à avoir son personnage. Ouais, et donc, par contre, sa rivalité avec Eddie Guerrero va lui permettre d'avoir son premier titre solo quand même. Ce qui va lui permettre d'avoir le titre des États-Unis. Donc en fait, il va être très solide en mid-card, mais vraiment très solide. C'est vraiment un mec qu'on aime bien voir évoluer et tout ça. Les gens étaient déjà derrière lui ou pas encore complètement? Pas encore, mais il était divertissant, donc il se prenait quand même des pop et tout ça. Et après, ça a une autre rivalité vraiment cool et marquante, c'est avant le départ d'un catcheur vers la WWF. C'est notre ami, comment il s'appelle, Marc Mero. D'accord. Qui était à l'époque Johnny B. Bad oui. à la WCW. Oui. Donc ils vont rentrer en grosse feud tous les deux. Ça donne des très très bons matchs, à tel point que Basturi on a beaucoup parlé de Halloween Havoc 95, ce fameux pay-per-view avec le Dajjana Room à la fin et le summon match. Là, le seul bon match du show. Le deuxième bon match du show, parce qu'il y a aussi les Four Horsemen contre Sting et Ric Flair. Voilà. Ça, mon L-turn préféré de l'histoire du catch. Voilà. La tarte dans la gueule de Ric Flair. Le vrai bon match, c'est l'opener. C'est DDP face à Johnny B. Bad. Où il n'y a pas une histoire de voiture avec les pneus crevés ou quelque chose comme ça. Exactement, ça c'était dans les nitros d'avant et tout ça. Ouais. Et en fait, les deux ont une très bonne chimie. Et en fait, dans la rivalité, comme il est quand même bien beau gosse, Johnny B. Bad, il a un personnage un peu sauvage et tout ça. En fait, c'est que Kimberly Page, en fait, elle commence un peu à le trouver canon. Ouais. Et en fait, elle peut tourner sur son mari. Il avait déjà pu Kevin Nash, hein, forcément. Kevin Nash était déjà parti, ouais. Mais il avait un autre catcheur qui s'appelait le Muscleman. Un catcheur lambda, un gros baraqué musculeux pour avoir un bodyguard, quoi. Mais qui avait deux QI, si vous me permettez, parce qu'en fait, très souvent, il écoutait les matchs à DDP alors qu'il est censé l'aider. D'accord, un champion du monde. Ouais, le mec, ça va rien, quoi. Mais donc, je vous conseille d'aller voir le match de 1995 face à Jimmy Bad, il est vraiment cool. Mais sauf qu'en fait, ce qui fait que notre ami Marc Mero va partir vers la WWF, c'est qu'en fait, on voulait lui mettre Kimberly Page en tant que manager et qu'il soit en couple à la télé. Et en fait, Marc Mero, ça lui plaisait pas du tout. Et en fait, il se sentait très mal à l'aise et en fait, on lui a proposé en même temps un contrat vers la WWE, il a accepté direct. Pour justement pas faire ça. On lui a proposé de faire ce qu'on a fait avec la femme de Kevin Sullivan et Benoît. Ouais, c'est ça. Et en fait, lui, ça ne plaisait pas parce que on rappelle qu'à l'époque, Marc Mero était marié à Sable. Oui. Donc il avait déjà aussi une très belle femme et que lui, en fait, il se sentait pas à l'aise avec ce genre de feud. C'est dommage que ce mec-là, peut-être on en parlera aussi dans d'autres vidéos, mais le Marc Mero, en Johnny B. Bad, il était génial à la WCW. Par contre, en Marc Mero à la WWE, il s'est jamais trouvé. Lui, il savait faire que Johnny B. Bad. C'est ça. Il savait faire que cette gimmick-là et en fait, il avait beaucoup de mal à se trouver. Alors que dans le in-ring, c'est vraiment un très très bon catcheur des années 90. Désolé pour la voiture, hein, on est obligé d'ouvrir les fenêtres, les amis. Il fait beaucoup trop chaud, vous nous excuserez. Et du coup, Kimberly Page va quand même quitter DDP en storyline et elle va être le manager du Booty Man, la gimmick 98 de Brutus Beefcake. Ouais. Et c'est quoi ça, le fait qu'elle le quitte, ça fait c'est un face turn pour Non, pas du tout. On va y arriver parce que c'est un moment très marquant et c'est ce qui va lancer le vrai DDP. Parce que même si, comme on a dit, il était heel, il commençait de plus en plus à se faire quand même applaudir par le public. Et en fait, les gens attendaient qu'une chose, je pense, c'était de le tirer. Et en fait, dans l'année 80, dans le début de l'année 97, donc la WWE est déjà là, hein, et en fait, comme ils vont recruter en masse, on l'a dit dans la vidéo. La NWO, tu parles, NWO. Elle va faire venir plein de monde. Et du coup, ils vont chercher pas mal de gars pour affronter ces nouveaux mecs de la NWO. C'est ça, dans le ressort. Non, pour rejoindre la NWO. Ah oui, d'accord, ok. Donc ils vont aller voir pas mal de mecs de la WCW pour vraiment leur dire viens avec nous. Viens avec nous. Et dans un segment, ils vont appeler DDP, proposer DDP. Et DDP va venir. On va lui donner le t-shirt.
et en fait, il va pas le mettre. Et Diamond Cutter, je crois sur Scott Hall, il me semble, et là, énorme pop. Vraiment l'un des premiers marquants qui va refuser de rejoindre la WWE. Et lui, en plus, il l'a toujours refusé, non? Il a toujours, ouais. C'est l'un des rares catcheurs. Il n'avoir jamais fait partie. Ouais. Parce que là, j'ai même pas d'autres noms qui me viennent en tête. Hein. Il y a DDP, Goldberg, Ric Flair. Ouais, c'est tout, ouais. Les trois gros ennemis de la NWO. Non, il y a le dernier, là, il les a rejoints. Là. Sting, il les a quand même rejoints. Ouais, Sting, il les a rejoints, ouais. Il était dans le Wolfpack. Ric Flair, Goldberg et DDP, eux, non, pour le coup. Donc c'est quand même énorme que les mecs l'ont pas fait. Ouais, c'est rare parce que surtout que tu te dis, comme dans notre émission sur la NWO, on en parle, hein, comme à un moment la NWO elle a récupéré tout le monde, hein, il y avait que des catcheurs NWO presque. Te dire que ces mecs-là n'y ont pas été, c'est super. Et donc quand il refuse de signer à la NWO, ça lance une grosse rivalité pour lui. Une grosse rivalité parce qu'il va affronter, comme on l'a déjà dit, un membre très marquant de la NWO, Macho Man Randy Savage. Et donc, juste pour finir sur, comme je disais, le début de son face turn, et on l'a dit, c'est vraiment l'un des rares qui va résister tout le long. Et sa rivalité avec Macho Man, elle va devenir très personnelle parce qu'il était plus censé être avec Kimberly Page. Mais en fait, elle va revenir dans l'équation. Parce que Macho Man, lui, il s'est remis avec Elizabeth, qui est devenue la Dark Elizabeth. Hein. Une Elizabeth Milf. Ouais. Si tu me permets l'expression. À dire, mais c'est vrai. Et en fait, ça va faire une rivalité couple, quoi. Et ça va être génial parce que ça va vraiment lancer DDP. Parce que il est encore mid-carder, même s'il avait une popularité qui commence à exploser. Là, Macho Man va le créer. On est dans la gimmick du Macho Man quand il est avec les cheveux gominés en arrière. Non, pas encore. Pas encore, c'est un peu plus tard. Non, là, il est vraiment. C'est toujours Macho Man. C'est toujours Macho Man, il est juste noir et blanc. Quoi. D'accord, ok. Non, je crois que c'est ok. Non, là, c'est vraiment encore Macho Man. C'est sa gimmick que tu parles, c'est bien plus tard. Ouais, sur la devenir le Madness. Ouais, c'est ça, ouais, c'est là que je pensais. Où là, il prend plein de nanas, où il est plus avec Elisabeth, il est avec une nana qui a 25 ans de moins que lui. Ouais. Et il se fait pas chier. 25 ans, voire peut-être même plus. Il se fait pas chier le Macho Man. Mais il avait un harem. Oui, il en avait plusieurs autour. Moi là, je parlais, je faisais un peu de. Mais on en parlera dans la vidéo de Macho Man. Ah, je suis pressé qu'on la fasse, hein, parce que j'adore Macho Man. C'est là le mérite. Donc, si tu veux, on peut faire notre première pause. Oui. Et comme ça, après, on va détailler cette rivalité. Ok. Alors, mon maître Messiah, explique-nous la rivalité Macho Man DDP. Maître Messiah. C'est beau, hein. Ouais, c'est peut-être un peu trop. C'est sa première. Mais j'aime bien. C'est sa première vraie, très grosse rivalité mainstream. Exactement. C'est vraiment celle qui va, comme on l'a dit, qui va tout exploser. Donc elle débute en mars 97. C'est après qu'il ait justement refusé de tirer la NWO et refusé de les joindre. Macho Man, en fait, et Miss Elizabeth, ils vont s'attaquer à sa femme. Kimberly. À Kimberly. Donc ça commence dans un pay-per-view et pas dans un nitro. Ça va commencer à Uncensored, le pay-per-view Uncensored, où Elizabeth va humilier Kimberly en disant que c'est une péripatéticienne. Exactement, en montrant des images d'elle dans Playboy. Parce qu'elle avait fait un peu de Playboy. Donc du coup en disant, vous voyez, sa femme c'est une war, comme on dit, tout ça. Et après ils vont faire, regarde dans quel état on a mis ta femme. Et là elle arrive, elle est pâturlurée avec le spray de la NWO. Partout. Ils ont tagué Kimberly. Oh les enculés. Vraiment. Excusez-nous, j'ai coupé pour fermer un petit peu les fenêtres parce que je me rendais compte qu'on entendait très peu Messiah. Oui, avec c'est bien sonorisé quand les fenêtres sont fermées, mais avec les fenêtres ouvertes, j'ai beaucoup de circulation. Ouais, et puis en plus Messiah, il a très chaud, il a une petite voix. Oui. Aujourd'hui, vous l'excuserez. Donc du coup, ils ont tagué Kimberly. Exactement, voilà, vraiment les salopards. Quoi. Ah, les enfoirés. Du coup, DDP va être enragé et en plus le public va être vont vraiment se mettre derrière encore plus parce que tout le monde peut se mettre à sa place quand on attaque sa femme. On humilie sa femme à la télé, oui. Tout le monde se met à la derrière lui. Oui, c'est facile de se mettre à sa place. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Comme beaucoup dans le catch, comme dans beaucoup de rivalités dans le catch, quand c'est le plus simple, c'est le meilleur. Oui, comme beaucoup de personnes, je fais un petit parallèle, aimaient bien Steve Austin face à Vince parce que tout le monde a envie de mettre une tarte à un moment de sa carrière, a envie de coller une baffe à son patron. Exactement. Et ça va les amener à leur premier match. Et donc dans les nitros, ils vont se chercher, faire des attaques et tout ça. On reste dans le gimmick de la NWO, hein, ça fait souvent sur des beatdowns, des bagarres générales. Ouais, ils sont pleins à venir l'aider. Ouais, voilà. Et on arrive au premier match en pay-per-view entre les deux, à Spring Stampede 97, donc le mois d'après. On va dire, pas vraiment le mois d'après, un peu 15 jours après. Quoi. Ouais. Voilà, 20 jours après. Au pay-per-view suivant, quoi. Voilà.
Donc ça va être un match classique, donc du coup avec disqualification, tout ça, donc pas une grosse guerre encore. Et énorme, premier match entre les deux. Hein. Entre DDP et Macho Man. Voilà, DDP n'est pas encore établi, on est d'accord. Et Macho Man, c'est une légende. Et ben, parce que Macho Man, c'est un grand, et ben DDP va le battre clean. J'allais dire justement, c'est bien qu'il ait eu sa première rivalité face à Macho Man, parce que Macho Man, il a pas peur De se coucher pour les autres. Il a affronté Hogan. C'était réglé. Mais Macho Man, c'est vrai qu'il a ce côté-là à se dire, moi, ça me dérange pas de me coucher. C'est ça. Donc, du coup, premier match, il va le battre avec le Diamond Cutter clean. C'est beau, ça. Clean. Énorme moment, du coup. Et ça va vraiment crédibiliser DDP. Parce que justement, de battre Macho Man, qui est une légende, une star, et ben, du coup, le tremplin va continuer, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Voilà. Et c'est un très bon match. Vous pouvez le voir. Il est très intense parce que justement, Macho Man intense, je pense que ça rentre dans son personnage. Ouais. Et DDP, il va montrer comme d'hab son côté technique et tout avec lui et ça va bien mixer, vraiment bien matcher entre les deux. Et la feud par contre, elle va continuer. Donc du coup, ça va jusqu'en été. Donc c'est pas une petite rivalité. Hein, c'est 4-5 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Macho Man, dégoûté d'avoir perdu, il va continuer des attaques, tout ça. Ils vont se rencontrer au Great American Bash encore. C'est l'équivalent, c'est le grand pay-per-view de l'été, ça, non? Il y en a deux. Hein. Il y a le Great American Bash et ensuite, en général, c'est Bash at the Beach. Ah oui, c'est ça. Voilà, je pensais à Bash at the Beach. Voilà. Et la revanche, Great American Bash, ça va être Savage Clean. Ouais, mais pas clean, du coup. Avec beaucoup d'interventions des membres de la WWE. Ça permet à DDP de rester fort. Oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment, où Macho Man, en fait, il ne peut pas battre DDP s'il n'a pas de lettre. Ouais. Donc, ça montre la force de DDP. C'est super. Non, mais c'est super. C'est vraiment génial. Hein. Et cette rivalité, elle est considérée par les fans de la WCW et même par le mainstream et aux États-Unis, tout ça, comme la rivalité la plus intense de la WCW. C'est beau. Entre deux mecs. Hein. Ah, c'est beau. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir des matchs des segments et tout ça, parce que ça a vraiment fait éclater DDP. Quoi. Ah, c'est vraiment c'est son tremplin parfait. Yes. Et on lui a donné le bon mec. Le bon mec. Et on va arriver au dernier match. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont aller très loin, même dans le nom de la stipulation. Et ça va un peu toucher justement la gimmick qu'il avait avant DDP. Donc je vais vous donner le nom. C'est un Las Vegas Sudden Death Match. Oh putain. Donc un match mort subite à Las Vegas, quoi. Ouais. Bon, c'est ça. Avant 97. C'est quoi le principe du match? Donc c'est un sans disqualification en fait. Ah, c'est un match hardcore, ouais. Ouais, c'est un gros match hardcore en fait. Et bizarrement, pour moi c'est pas le bon vainqueur. Le match est génial. Ouais, ça vaut le coup de le dire ou tu peux laisser la surprise aux abonnés s'ils veulent voir le match? Il y avait un détail à dire dans le match. Alors vas-y, alors c'est pas grave, vas-y, spoil. Donc par contre c'est un match long pour on va dire des main eventers WCW parce que là on se rapproche du main event. Hein. Mais ils sont quand même assez haut, ouais, assez haut sur la carte, mais voilà. C'est pas encore eux les. C'est pas autour du titre quoi. Ouais. Donc le match est assez long, il est bien brutal, vraiment ils vont loin les deux et c'est vraiment très cool à voir. Je vous conseille encore une fois d'aller voir. Mais c'est Savage Clean. Grâce à une intervention d'un faux Sting. Donc déjà ça met toujours de la brouille parce qu'on est toujours dans la rivalité Sting NWO. Sauf que la rivalité Sting doit s'arrêter à la fin de l'année, non? Fin d'année, on allait venir avant, qu'on est à 2-3 mois avant. 2-3 mois avant 2 mois avant. Ouais, 2 mois avant Starrcade. C'est ça, avant Starrcade. Et le magnifique booking, on va pas y revenir. Ouais. Et en fait, ce faux Sting, c'était pas le beau gosse Sting qu'il y avait eu au début de la NWO. C'est Hulk Hogan. Qui se déguise en Sting. Qui se déguise en Sting. Donc vraiment pour continuer sa brouille avec Sting et il permet à Matchman de gagner. Ouais. Ah, c'est nul ça. Ouais, c'est sale. Enfin, oui, c'est sale. Quand je dis c'est nul, c'est finalement, je sais même pas si c'était nul. Le match est bon. Tu m'as dit? Le match est excellent. Et finalement, Rey Saya, il a failli tout faire tomber. Et finalement, ça permet un peu de crédibiliser, pas de crédibiliser. Ça permet de la continuité de la rivalité Sting-Hogan, quoi. C'est vraiment le point culminant. Voilà, ça aide à ça. Parce que pour vous refaire le contexte, alors bon, normalement, je devrais pas avoir à vous le refaire, les amis, si vous avez bien écouté l'émission sur la NWO. C'est la période où Sting se monte de temps en temps pour casser la gueule d'Hogan. Exactement. Toute la NWO. Oui, et on est avant Starrcade où il y a le meilleur booking de tous les temps. Oui. Et c'est vraiment, donc c'est pour un peu continuer cette rivalité-là. Je trouve ça très pertinent malgré tout. Oui, moi aussi. C'est vrai que ça aurait été bien que DDP gagne, même si je peux comprendre. Oui, parce que c'est le dernier gros match marquant des deux, parce qu'en fait la rivalité va un petit peu continuer, mais elle va s'essouffler, et en fait il n'y aura pas de vraie finalité à cette rivalité. On va dire, ça commence très très bien,
tous les segments sont très bons, ce match-là est génial, la fin on pourrait dire que ça va encore continuer, mais en fait ça va s'essouffler tout doucement. Booking WCW, on va dire un peu classique quoi. Et finalement, même s'il perd, ça permet toujours de se dire, malgré tout, Macho Man ne l'a jamais battu clean. Oui, Ça, c'est bien. C'est ça, il a jamais battu. Et là, à partir de ça, c'est ce qui envoie DDP faire une star. Il est considéré comme une star, mais par contre, justement, j'allais y venir. Et ben, il n'aura toujours pas de titre. Ouais. En fait, c'est que il est considéré par une star, le People Chum de la WCW par les fans. C'est vraiment celui qui a vraiment l'aura. Je vous conseille d'aller voir ses entrées, parce qu'on n'a pas parlé que de sa musique aussi. Ah oui. Voilà, donc un rip-off de Nirvana, de Samuel T. Spirit. Et Ça, c'était beau quand même. et ça passe super bien. Et vraiment, et en plus, il faisait des entrées un peu à la Jey Uso dans le public aussi, des fois. Excuse-moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais le It's Me, It's DDP, Ça, c'est la WWE, c'est ça. Non, la catchphrase, je l'ai plus en tête, c'est Set High Five, un truc comme ça, quand il venait, vraiment le signe du diamant. avec ses deux mains. Non, ça, je Ouais, comprends. c'est ça, Oui, So oui, oui. High Five, un truc comme Oui, ça. c'est ce qu'ils disent au début de sa musique. Et après, Ouais. t'as la musique De Nirvana. de Nirvana, un peu en rip-off. Ça, c'était génial. Ouais, ça collait super bien, et vraiment, le public était en transe durant ces Surtout entrées. qu'on est dans le côté très rap à la WCW. Non, quand c'est un peu Non. mixé, hein, parce que C'est mixé. Metallica avec Sting, hein. Ouais, c'est vrai, j'y pensais plus à ça. Voilà, et la NWO, Oui, c'est parce que je pensais au Wolfpack, mais c'est un peu plus tard, le Mais Wolfpack. la NWO normale, c'était pas, hein. Non, non, bah, c'est Vaudou. Voodoo Child, hein. Voodoo Donc, Child. Hogan et Voodoo Child. Oui, oui, oui. Mais durant cette rivalité, par contre, il va affronter Hogan plusieurs fois, mine de rien. DDP? DDP. Oui. Il va y avoir, j'en avais parlé, donc un match de star, vraiment qui a amené de l'argent. Et Ça, des faut vues. que tu en parles de ça, faut que Voilà. t'en parles. Là, en fait, c'est. on va C'est dire- anecdotique par rapport au. Ouais, c'est anecdotique. Malheureusement, c'est stylé, mais c'est anecdotique. C'est le fameux match Hollywood Hogan avec Dennis Rodman, donc légende du basket ultra controversé, complètement taré, hein, Dennis Rodman. L'un Faut des dire- meilleurs, je crois, l'un des meilleurs chiens sur le terrain. Ah oui. C'est pour ça qu'il était apprécié. Il faisait partie de Dennis Rodman. Agressif. Ouais, si tu veux, il faisait partie. Alors, excusez-moi, hein, je vais essayer de faire marcher mes souvenirs. Dennis Rodman faisait partie d'une équipe avant les Bulls où c'était vraiment une équipe de chiens sur le terrain. Ils étaient réputés pour ça. C'est un peu pour faire l'analogie avec le Crazy Gang en Angleterre. C'était l'équipe un peu tarée de Wimbledon. Bah là, c'est pareil. Bah, ça se voit sur le. Et c'est pour ça que les Bulls, par exemple, l'ont fait venir. Parce qu'il était complètement sur le terrain, c'était un chien. Ouais. En termes de rebondeur. Et c'est pour ça qu'il se prête parfaitement à être avec Hogan, parce que c'est un heel naturel, Dennis Rodman. Ah bah oui, bah avec en plus un style ultra flashy. Les cheveux, alors il avait une règle, c'est qu'il s'amuse. D'ailleurs, c'est un petit fun fact très marrant, je profite, hein. Vas-y. Dans l'un des premiers jeux de basket que j'ai joué, c'était NBA Live 99-98, quand tu prenais les Bulls, si tu jouais en saison régulière, chaque fois que tu avais Dennis Rodman, il avait une couleur de cheveux différente. Excellent. Malgré que c'était un jeu sur PlayStation 1. Ah ouais, il faisait quand même Il faisait l'effort chaque fois que tu avais Dennis Rodman avec les cheveux verts, rouges, bleus, jaunes. Parce qu'en vrai, c'était ça, Dennis Oui, c'était Rodman. vraiment ça. C'est un mec qu'aujourd'hui est ruiné parce qu'il a tout dépensé. Oui, il a tout pété. Et vraiment, les segments de lui et on va dire les segments NWO entre Hollywood Hogan et lui sont ils sont vraiment à l'ouest, quoi. C'est vraiment un autre monde, encore une fois, Larger Than Life, quoi. Ouais. C'est des gens qui sont en dehors de la réalité. Oui. Et du coup, dans DDP, il va se dire, ah, t'as Dennis Rodman avec toi, Hogan. Et ben moi, je vais aussi ramener un basketteur. Et il va s'allier à Karl Malone. Karl Malone qui a un côté un peu plus gentil. Plus gentil, plus bon gars, quoi. Ouais, plus bon gars, ouais. Voilà, père de famille, tout ça, afro-américain. Je crois même je crois que j'avais lu qu'il était bien croyant aussi. Oui, alors Malone, je peux pas te dire s'il était croyant, mais je sais qu'en 97-98, il me semble qu'il joue avec Utah, Karl Malone, et ils n'ont jamais été champions de NBA, eux. Et par contre, il a perdu 2 fois en finale, 97-98, face aux Bulls. Oui, donc. Alors, est-ce que c'était pas la face à Michael côté- Jordan, tout ça, quoi. Face à Rodman. Face à Rodman. D'où alors je sais pas si je pense que Rodman était déjà aux Bulls en 97, mais du coup, il y avait Michael Jordan aussi. Michael Jordan, bien sûr, bah, c'est la meilleure équipe de basket de tous les temps. Scottie Pippen. Pippen, exactement. Et du coup, tu vois, même sans être fan de basket, tu connais cette équipe, tu Bien vois. sûr, ouais. Parce que c'est un truc, voilà, c'est les C'est Bulls. légendaire. C'est ouais. les légendaires, les Bulls. D'ailleurs, très bonne émission sur Netflix. Mais du coup, je trouve que c'est sympa qu'il ait fait venir Karl Malone, qui était finalement un peu en rivalité avec Rodman. Bah oui, ça collait parfait. Ça collait parfaitement, ouais. Et à vraiment voir Karl Malone faire le même geste que DDP, du coup, le signe du diamant. Ils avaient une bonne chimie entre les deux quand ils faisaient leur rentrée. Ils avaient un peu une taunt ensemble et tout. Les deux, comme si ils ont toujours été amis. Ouais. Vraiment, à la télé, ils transmettaient vraiment, bah, putain, c'est deux mecs cool, quoi.
Mais est-ce qu'ils catch Rodman et Malone? Je pense pas. Ils sont. Si, ils catchent, mais ils font pas grand-chose. Oui, tranquille, oui, parce que de toute façon, la NBA, Ouais. si elle les voyait catcher, je pense qu'elle aurait pété à boulon. Ouais, à mon avis, ça devait coûter cher, mais il faut quand même 2-3 trucs dans les Oui, matchs, oui, hein, oui, mine de oui, rien, oui. hein. Oui, mais je pense qu'ils prennent pas de risques inconsidérés. Oui, à considérer. Bah, le Malone, je crois, il a un diamond cutter, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. ouais, mais par contre, ça devait quand même être mainstream, ça devait être un truc de fou. Ah, bah, ça, c'est un match qui a dû faire des ratings de fou, il me semble, hein. J'ai pas les chiffres, mais je pense que ça. Parce que là, tu mets quand même deux grosses stars. Alors, c'est pas les deux plus grosses stars du basket, mais c'est deux grosses stars du basket. Ouais. On est la même année où la WWE ramène Mike Tyson, non? Bah, 97, 98? C'est l'année d'avant Mike Tyson? Mike Tyson, c'est 98 qui vient. Oui, donc c'est l'année. Là, on est en 97. On est encore en 97. Ouais, donc mais c'est quand même des gros noms du basket américain Donc, qui ont une rivalité ensemble. C'est très bien fait, ça. Ah. Ça, je trouve ça très bien. après, si on veut encore faire un peu critique WCW, est-ce que le pognon qu'ils ont dû donner à ces mecs-là, est-ce que les ratings et l'argent généré... Tu veux faire le rapport entre Le rapport, je le sais pas. rating rapporté et l'argent dépensé par rapport à Mike Tyson où ça a coûté très cher, mais en termes de rating, c'était une folie. Bah oui, voilà, c'est ça ce que je Ouais, veux dire. je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Bon. Alors que Kiss, on le sait. À qui Voilà, ça a coûté énormément de pognon et ça a rien fait. Bah c'est comme si aujourd'hui, excuse-moi, je vais faire une analogie très simple. Alors, vous nous excuserez si c'est un petit peu fouillis, mais déjà la carrière de DDP, elle est assez courte, donc on va pas s'amuser. Voilà, on va Ça nous permet un peu de digresser. de digresser, ça fait du bien aussi parce que quand même les grosses émissions, c'est du travail, il fait très chaud. Mais c'est un peu comme si la WWE ramenait les To Be Free. Mais ils le font à chaque fois. Non, pas les True MB, les Non, To Be Free. non, Oui. non, mais dans le même principe. Je te rappelle que à l'époque Vince, les derniers Mania de l'ère 2010, il ramenait des gens qui étaient plus hype depuis 2 ans à chaque fois. Kid Rock. Les Kid Rock, les Florida après la hype, les trucs Ouais, comme ouais. ça. Parce que et c'est vrai que Kiss à la WCW, ça coûtait une montagne de pognon. Pour Et je finalement crois que rien. c'est l'un des ratings, dans les ratings, c'est l'un des segments les moins regardés de toute l'histoire de Mais là, la rivalité avec les basketteurs, parce que je veux revenir à oui, ça. oui. La rivalité avec les basketteurs, c'était pas pour le titre, c'était mainstream, Non, c'était quoi? C'était juste comme ça, juste pour faire, faire plaisir aux fans. faire plaisir. Ça permet de mettre toujours DDP face à NWO, que Hogan se fasse un énorme kiff, hein, Ouais. faut le dire. Et par contre, ils perdent en plus. Hogan et Rodman perdent. Ouais, donc en fait, ça compense le fait que Malone ait perdu le titre face aux Bulls, et ben Rodman perd face. Ouais, Ah, c'est ça. Non, mais c'est bien. C'est sympa, mais ça, c'est pas, comme on a dit, c'est pas impactant dans le monde, dans l'histoire du catch. Est-ce que c'est la meilleure apport de célébrité à la WCW avec David Arquette? On y reviendra beaucoup à David Arquette dans cette vidéo. Un petit peu après, ouais. Ouais, bien sûr. Un petit peu après. Et du coup, on continue sur quoi Eh ben, Mine de rien, par contre, excuse-moi, je te coupe. Hogan et Macho Man se sont couchés pour DDP la même année. il me semble que c'est pas Hogan qui prend le pin, hein. Oui, oui. Il me semble que c'est Rodman qui prend le pin. D'accord. Par Malone. Donc en fait, les deux. C'est les basketteurs qui sont Voilà, réglés, les deux vrais catcheurs. les deux catcheurs, eux, ne sont pas impliqués. Non, parce que par exemple, quand je reviens vite fait, par exemple, que Macho Man se couche pour DDP, dans le roster de la WCW, qu'un mec se couche pour un catcheur pas établi, ça devait être rare. Hein. Qu'un main eventer C'est se couche. exactement ça. Bien vu, merci de rebondir dessus, hein. C'est très pertinent. Parce que dans le main event, aucun se couchait pour des mid-carders pour les mecs en dessous. Personne. C'est vraiment extrêmement rare. Il y avait que Macho Man pour faire ça, Ric Flair et on a fait, et peut-être Sting, et on a fait le tour, quoi. Mais parce que Ric Flair, ça a toujours fait partie de sa gimmick. Oui, c'est ça. Et même Sting, j'ai envie Oui, de oui. dire, Sting, il avait pratiquement que des rivalités face à des mecs établis ou des gros mecs. Donc du coup, qui perdent, c'est normal, et qui gagnent, c'est normal. Mais par contre, il affrontait pas beaucoup de mecs du mid-card, hein. Donc Macho Man, c'est l'un des rares à avoir voulu prendre à des mecs justement dans le marasme Mais qui montait et quand de même. et de le faire monter plus haut. Et je pense que c'est pour ça que ça lui a permis de monter upper mid-card, mais que son arrivée en main event va se faire sur les Rousseau. C'est ça le problème de DDP. C'est que, pour moi, quand il a battu Macho Man, il aurait dû être un adversaire de Hogan après Sting ou pendant Sting. Et au final, il va rester en mid-card parce que justement, après la rivalité Macho Man, là on va y venir, en 98, il n'y a pas de vraie fin à cette rivalité, comme je l'ai dit. C'est ce que tu disais, ouais. Voilà. Là, on continue, Malheureusement, hein, du ouais, coup. on continue. Et en fait, il va rentrer autour du titre des États-Unis, encore. C'est un titre qu'il a eu souvent, mais le titre de la télé, des États-Unis, et pas mal de fois le Super League. Et face à un autre gros mid-carder qui faisait son bonhomme de chemin complètement à part de la NWO et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il marchait. Quelqu'un qu'on aime beaucoup et que nos maîtres adorent, Raven. Ah oui. Voilà. Donc du coup, DDP va se lancer en rivalité face au Ness, non, Flock. Le Ness, c'est à la ECW. Au Flock de Raven. Donc du coup, mais là, on est sur une rivalité toujours mid-card. Même un peu plus mid-card que... C'est ça. Et il va affronter, justement, Raven qui est un gros mid-carder, mais qui marche bien parce qu'il est à part de la NWO. Et il va... Il est à part tout court. À part tout Il est à part tout court, il a Raven. complètement à part. Et
ça va donner un excellent match. Alors, c'est bizarre de dire excellent match alors qu'il y a Raven dedans. Parce que Raven, au niveau in-ring... Ouais, ça n'a pas toujours été un... Mais, parce que ils vont pas faire un match solo. Ils vont faire un triple threat. Et il y a un autre mec, du coup, le troisième mec qui va être dans ce match, c'est Chris Benoit. Ah oui, bah là. Chris Benoit, Raven, DDP. Donc là, ça fait un bon trio. Ah ouais. Là, j'ai presque envie, tu vois, ça serait un truc, ça me donnera envie de le voir. Et c'est un Uncensored 98. D'accord. Et ça va permettre à DDP, et c'est DDP qui est, je vous spoil le match, qui va gagner. Ok. Devenir champion des États-Unis en une nouvelle fois. La deuxième fois, ouais. Ou troisième fois. Troisième fois. Ouais, troisième fois. Donc, c'est Mais là, pour l'instant, vraiment une bonne rivalité, Lucas. Pour l'instant, on est d'accord, DDP n'a jamais tourné autour du titre mondial. Jamais. C'est toujours les Toujours titres Lucas. intermédiaires. Ouais, c'est ça, en fait, il passe pas son plafond de verre pour l'instant. Mais vraiment, ce match-là, je vous le conseille. Et en fait, dans la rivalité avec Raven, il va y avoir des matchs hardcore, parce que Raven, je rappelle que quand il a été signé in kayfabe à la WCW, ils ont acknowledgé qu'il était champion du monde dans une autre fédération. Donc déjà, c'était rare, déjà à l'époque. À la CW. À la WCW. Et lui, en fait, ça va être comme ça a toujours été le rebelle, le leader de secte et tout ça, qui décide un peu ce qu'il veut, et il aura la Raven's Rules. C'est lui qui pouvait choisir les stipulations de ses matchs. Exactement. C'est ça, hein, la Raven's Rules. Voilà, en fait, Donc ouais. des matchs hardcore. Ça, on est d'accord, c'est kayfabe total. Kayfabe total. Ok, ça c'est bien. Bah. Voilà, et donc il va y avoir pas mal de Raven's Rules entre DDP et Raven, donc c'est des matchs assez violents. DDP n'a pas peur de s'en prendre plein la tête, donc c'est très cool. Donc, post ça, justement, post sa rivalité avec Raven, il va rentrer en rivalité face à Chris Benoit. Donc, il a eu des bons adversaires quand même en Lucas. C'est ce que j'allais dire quand même. Développer c'est ce que j'allais dire. Au niveau du in-ring. Parce que tu imagines quand même les catcheurs qu'on a parlé de lui, in-ring, Eddie Guerrero, Macho Man, Raven, Chris Benoit. Ouais. T'es pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, Raven, c'est le moins bon. Hein. Oui, mais je parle. Au niveau psychologie. Pour apprendre justement la psychologie, c'est super. C'est top. C'est vraiment top. Si Raven s'en rappelle, c'est super. Et ce que j'aime, et ce que j'aime beaucoup dans la rivalité, la rivalité après de Raven, c'est Benoit, mais c'est une rivalité compétitive, respectueuse. Donc c'est vraiment parce que Benoît, il fait partie des forts en semaine, mais c'est Benoît quoi. Donc il est franc, il est droit. Il est là pour catcher. Il est là pour catcher. Il n'y a pas d'embrouille avec Benoît. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'embrouille, exactement. Et donc du coup, les deux vont très souvent se serrer la main après les matchs. Vraiment rivalité, un peu de respect. Le but c'est de dire quel est le meilleur des deux, mais sans coup fourré, sans rien. C'est ça. Ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Et pour crédibiliser des talents, il y a rien de mieux. Et justement, je rebondis sur ce que tu as dit. Il a pas eu de match pour le titre ou de rivalité face au titre. Il va là, il va pouvoir l'avoir face à Goldberg. Voilà. Donc on va arriver à l'Omnium 98. Ouais. Je sais que beaucoup l'ont déjà dit, mais je vais le redire parce qu'on critique beaucoup Goldberg. Donc on critique Goldberg maintenant, je comprends. Mais à la WCW, il faut vraiment pas. Je suis fan de Goldberg, mais moi je reconnais que là, ce qui se passe là, j'ai pas spécialement envie. Ouais, voilà. Tu vois. Quand Goldberg est devenu champion du monde, il faisait mine de rien des bons matchs en main event. Et ça faisait longtemps, parce que justement quand c'était du Hogan, des matchs comme ça, dans le in-ring, c'était pas top. Goldberg se sortait quand même les doigts. Même s'il était green et tout, il faisait des efforts. Et il va avoir un adversaire parfait, en la personne de DDP. Mais le gros problème du réel de Goldberg à la WCW, c'est qu'une fois qu'on lui a donné le titre, on avait du mal à lui trouver des opposants marquants. Ouais, on voulait pas. Oui, c'est ça, ouais. Bon, peut-être qu'on voulait pas, c'est plus ça. Et du coup, pour moi, c'est limite son seul adversaire marquant et crédible. Et surtout que c'est un très bon match. C'est vraiment un excellent match, mais il y a une controverse par rapport à ce match, je vais y venir. Pas dans le match. Non, mais par rapport au match. Donc le match est très bon. Celui-là, vous pouvez aller le voir. Hein. Allez-y. Hein. Franchement, il est top. De toute façon, moi, je considère que c'est l'un des meilleurs main events de l'histoire de... La WCW, clairement. Vraiment, c'est vraiment l'un des meilleurs. Vous pouvez nous dire du sel, dire que vous n'êtes pas d'accord, je le conçois. Non, mais je pense que beaucoup d'entre nous vont être d'accord. Alors juste, je remets les guillemets de la WCW Nitro. Oui, c'est ça. Pas avant, quand il y avait Sting, Ric Flair. Non, on parle vraiment de l'ère Nitro, l'ère Bischoff, l'ère NWO. Et ce match, justement, on est encore dans la période de la streak de Goldberg, il a vaincu. Le moment du contre, du jackhammer qui est fini en Diamond Cutter, tout le monde y croyait. Ouais. C'est vraiment une shock value dans le match. C'est pour ça, allez le voir et vous nous direz ce que vous en avez pensé. C'est vraiment un bon match. Mais la WCW, c'est un de ces clous qui amène à sa mort. Il me semble qu'on en parle dans l'émission de la WCW, émission qui est une de nos préférées. Ouais. Alors tu me dis si j'ai tort. En fait, la WCW, elle avait prévu avec les boîtes de pay-per-view un certain temps pour le show, et c'était bande de cons dépasse. Exactement. Et
Donc Rideau. du coup, les gens, ils ont payé le pay-per-view, ils ont payé leurs $50 pour regarder le show. Ils arrivent à un main event qui est génial. Et au Parce milieu que du match, C'est pour le main event, de toute façon. oui, et au milieu du match, ça coupe. On finit. Mais c'est pas pour la technique. C'est pas un problème technique. C'est fini. C'est fini parce que le temps était dépassé, comme tu dis. Quelle bande de cons. Et le lendemain à Nitro, ils ont diffusé le match en entier. Et toi, t'es content d'avoir payé Gratuit. 50 balles. T'as payé 50 balles pour voir un pay-per-view, et le lendemain, on te diffuse le main event gratuit. Vraiment, faut vraiment être complètement stupide. Et je me dis, en plus, c'est pas comme si t'as pas de pognon. Tu peux pas prévoir large. Bah si, avec le pognon de Tonner, ils auraient pu négocier plus. T'imagines de temps. si la WWE avait fait pareil au WrestleMania 30, je crois, ou... On voit pas Brian gagner. Quand il dure 8 heures, non mais quand le pay-per-view dure 8 heures, alors nous on a prévu que 3 heures. Après, comme Kevin Nash de booking à l'époque, peut-être que lui, son segment, il l'a fait dépasser 30 minutes exprès, tu vois. Ah, mais ça se trouve, on n'a pas regardé, mais ça Je se trouve... fais des hypothèses, mais Ouais, ça se voilà, trouve, en fait, il y a parce une que comme cabale. c'est pas les mecs de la NWO qui sont dans le main event, vas-y, on s'en bat les couilles. Mais du coup, est-ce qu'il y a une suite? Parce que c'est vrai qu'il doit pas en avoir beaucoup des moments où la NWO est pas au main event. Est-ce qu'il y a une suite dans cette rivalité ou c'était juste un match comme ça? Juste un match comme ça, en fait, il a été challenger numéro 1, il a affronté Goldberg, il a fait partie de la streak et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est un match vraiment compétitif, une one shot. Quoi. Comme Mongo Mike Michael, par exemple. Oui. Ok. C'était un peu moins bon. On va passer à la deuxième ère de DDP, si tu veux, la WCW, parce que là, ça va lui permettre d'être vraiment main eventer, même. Mais par contre, bah, pas même, mais par contre, bah, c'est l'ère Rousseau. Et bah, ça va quand même lui permettre de vraiment être établi en tant que top star, mais dans une ère qui va commencer à être dégueulasse. Et est-ce qu'on sait le rapport qu'il a DDP avec Rousseau? C'est un peu un Rousseau guy. Il n'en parle pas, mais ça a quand même été l'un des rares mecs bien touchés par Rousseau. Ok. Si tu veux, on en parle. Ah bah je compte sur toi pour en parler, de toute façon on est là pour ça. Hein. Alors, parle-nous de l'année 99, de la carrière 99-2000 de DDP. C'est ça. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est l'arrivée de Vince Russo au booking, et en tant que patron. Et on va arriver dans l'épileptique. Voilà, c'est que il me semble, entre 99 et 2000, le titre mondial va changer en... 12 ou 13 fois, je crois. Même plus 14, je crois. 14, entre 14 C'est ce que et 15 t'en avais parlé. dont 4 ou 5 fois vacant. Hein. Ouais, c'est ce Donc, que tu l'avais dit. Je fais un big up au compte Twitter de Vacant, où vraiment qui utilise l'image des... Ça s'appelle des... dans les jeux de catch. Quand on va dans le menu de cette liste, on voit le mec vert et le mec rouge. Ouais. C'est vraiment qu'on pas de visage et tout ça. Et donc du coup c'est ça, profil pic, le mec vert quoi. Et c'est Vacant. Et donc du coup il tweet à chaque fois que quelqu'un est blessé, il fait ah bah je vais peut-être avoir le titre. Ah oui, Vacant, Et ouais. en fait c'est un compte parodique mais il est très drôle. Donc je vous conseille d'aller le suivre sur Twitter. Et c'est comme le mec qui comptait le nombre de temps avant que Mbappé mette un coup franc. Oh merde. Ça existait, ouais, ça existait, ça a duré. Enfin bref, vas-y, continue. Voilà, donc c'est des comptes parodiques, ça me fait rigoler. Et en fait, bah, ça va permettre à DDP d'avoir le titre. Donc, on n'est pas encore au reboot, hein. Donc, comme on a dit, Rousseau, il fait 2 passages. Il commence en 99, il part un peu de temps, et quand il revient, ils font le reboot. Le reboot, c'est le moment où ils arrêtent tout, ils mettent un... Des best-of pendant 2 semaines. Et après, ils recommencent. Le nouveau logo que moi j'ai connu, hein, un peu allongé le logo. Allongé, comme ça, qui fait une genre de croix un peu bizarre, que j'aime bien, par contre. Et qu'il y aura le New Blood et le Turn de Goldberg. Le Turn de Goldberg. Bref. Mais en 99, il y a DDP, il va tourner heel aussi, entre l'année 98 et 99. Je sais plus, par contre, comment. Donc, excusez-moi, j'ai mal étudié là-dessus, je sais plus à quel moment il tourne heel. Mais il va rentrer en rivalité avec Ric Flair, qui est champion du monde. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça va faire Nash, Ric Flair, Nash, Flair. Ils vont se partager beaucoup le titre durant l'année 99, mais DDP, il va avoir son match contre Ric Flair à Spring Stampede 99. Et il va devenir enfin champion du monde poids lourd. Donc, enfin. Parce que lui, il aurait dû mériter de l'avoir bien avant. Oui, c'est vrai. Dans sa rivalité avec les WO, il aurait dû l'avoir. Ouais. Vraiment. Et pourtant, il est heel, mais là, par contre, c'est comme si c'était une pop de face. C'est ça qui est fou. C'est tellement une consécration, les gens ils aimaient DDP, quoi qu'il arrive, même s'il a été heel, ça restait le people chum. Un peu comme si un jour Sami Zayn touche le titre à la WWE, qu'il soit heel ou face, les gens ils seront comme des fous. Ah bah oui, quoi qu'il arrive, ouais. C'est exactement ça. Donc là, c'est vraiment tout le monde est content pour lui et tout ça. Désolé, je bois un coup d'eau, les amis. Hein. Et bah comme j'ai dit, hein, les gros main eventers de l'époque 99, c'est Flair et Nash. Donc après avoir battu Ric Flair, bah il va se mettre en rivalité face à Nash. Ils s'entendent bien. Nash, ça doit être, je pense que à ce moment-là, ça ne dérange pas d'affronter DDP non plus. Surtout que c'est son pote. Surtout qu'on est vraiment commencé à être dans le déclin. Donc Nash, il prend son pognon, il en a plus rien à foutre.
Donc, d'affronter son copain, je pense que... Oui, ça te dérange pas, ouais. Il devait bien aimer. Et ça va permettre à DDP de créer un clan qui est vraiment génial. C'est vraiment un des rares trucs, justement, de l'année 99 qui est vraiment cool. C'est le Jersey Triad. Parce qu'il est du New Jersey, ce que je disais tout à l'heure. Bah, il va être avec deux mecs qui viennent du New Jersey. Ouais, bah, logique. Et ça va me permettre de parler d'un mec qu'on avait dit qu'on parlerait et qu'on n'a pas parlé. Vas-y, alors. Donc, la Jersey Triad, donc c'est DDP leader. Bam Bam Bigelow. Excellent catcheur, physique de ouf, atypique. Et Chris Canyon. Ah, bah, c'est justement. Voilà. Depuis le temps que tu veux parler de Canyon. Donc, je peux faire un petit aparté sur Canyon. Ah, bah, vas-y, fais un aparté. Pas de 3 heures, mais fais un Pas aparté. 3 heures parce qu'on va parler vite fait de pourquoi il a été controversé. Toi, tu avais même dit que c'était lui, à un moment, le leader du Wolfpack, non? Non, rien à voir. Non, c'est pas. Arrête de confondre Canyon et Conan. Ah, putain, mais attends, les mecs, Canyon, Conan, hein, il y en a un, il est hispanique et l'autre, il est américain. Tu sais très bien que moi, les prénoms. Ça se ressemblait pas. Hein. On arrête là, merci. Voilà. Donc, notre bon ami Chris Canyon, c'est un excellent catcheur in ring. Excellent. Très bon catcheur in ring. Vraiment, qui avait peur de rien aussi, hein, parce que lui, il va prendre des bumps complètement stupides. Bah, le fameux bump dans la même salle qu'Owen Hart est mort, où il tombe de la triple cage de Rousseau, du haut de la cage directement par terre, lui. Hein. Vraiment, c'est un Les gens étaient incrédules. Ouais, c'est ça, c'est un malade. Et en fait, ce mec-là, il aurait pu avoir un bon avenir. Donc à la WCW, il a été bouché sur Rousseau. C'est un des mecs qui a été beaucoup bouché sur Rousseau, donc c'est cool quand même. Il est très divertissant. Durant l'invasion à la WWE, il va être, il va être aussi ultra divertissant. Mais bon, il va servir de serpillère. Bah, et ça va être le partenaire de DDP face au Brothers of Destruction, on en parlera. Donc il va avoir des segments très drôles, même face à des Steve Austin et tout comme ça. Mais au bout d'un moment, ils n'auront plus rien à foutre et ils vont le licencier, tout ça. Oui, de toute façon, ils n'ont rien fait. Je vous conseille d'aller voir le Dark Side of the Ring sur lui. Ça nous permettra d'avoir beaucoup plus de détails justement sur les controverses et sa fin de vie, malheureusement, parce que c'est quelqu'un qui est mort très jeune. Parce que c'est un des catcheurs qui a été reconnu homosexuel, mais il l'assumait pas lui déjà. Et en fait, il va faire beaucoup de problèmes à cause de ça. D'accord. Voilà, donc en fait, il l'acceptait pas. Donc en plus, dans le monde du catch, on sait hein, que ça a été très mal vu. Très compliqué d'être homosexuel dans le monde du catch à cette époque-là. Et en fait, au lieu d'essayer d'en devenir un fer de lance, en fait, le problème, c'est qu'il va s'en prendre aux homosexuels alors qu'il l'est lui. Ouais. Et donc, ça va amener beaucoup de problèmes. Un peu comme Eric Cartman. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est très triste. C'est quelqu'un qui a fini triste et qui est mort en sautant la vie. D'accord. Ou non, il saute la vie ou ou overdose, un des deux. Ouais. Ça finit très mal. Donc, si vous voulez avoir les vrais détails de l'histoire, je vous conseille le Dark Side of the Ring. Ça, on n'en parle pas trop. L'aparté était court. Mais vous pouvez aller voir des matchs de Chris Canyon, que ce soit WCW au début de l'invasion à la WWF. Il est vraiment très cool. Ok. Bon, t'as un peu plombé l'ambiance, mais c'est bien. Ouais, mais il fallait en parler. Il fallait parler de Canyon, je suis content. Donc, ce clan est très cool. Ils vont avoir des très bons matchs, justement. Ils vont affronter du Raven Benoit. Ils vont faire des match-ups un peu vraiment sympas. Et ils vont avoir beaucoup de matchs, justement, pour les titres par équipe dans les main events de Nitro durant cette année-là. Donc c'est cool. C'est du upper mid-card, upper mid-card. Donc c'est vraiment... Parce qu'il va pas le garder longtemps, comme j'ai dit, le titre poids lourd, parce que ça arrêtait pas de switcher, quoi. Mais il l'a eu. Au moins, il l'a touché. On va arriver sur l'année 2000. Donc là, c'est après le reboot. Là, c'est Rousseau full force. Ah ouais, là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Et alors que pareil, hein, ça aurait été entre guillemets facile à booker les reboots. Hein. Ouais. Les gens voulaient qu'un seul truc. Goldberg champion. Face. Oui, je précise. Non, ou pas forcément champion, mais face aux deux gros mecs que Rousseau voulait toucher. Ouais. Les gens étaient quand même contents de les avoir en tant qu'heal. Les gens, de toute façon, ils voulaient Goldberg et Ric Flair. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était, on est dans l'ascension de Scott Steiner, qui sera pas encore au début, lui, ce sera plus mi-2000, fin 2000. Mais en début 2000, le gros heal main event à la création du New Blood, c'est Jeff Jarrett. Ouais. Qui est le mec préféré de Rousseau, de toute façon. Et du coup, DDP, il va pas arrêter de l'affronter. Donc, vraiment, il est main eventer de Rousseau. Au moins, c'est déjà ça, quoi. Surtout que les deux ont une bonne chimie, mine de rien. Ça fait des bons matchs. Parce que Jarrett, on le critique souvent. Peut-être une émission un jour sur Jeff Jarrett, justement, peut-être pour essayer de te faire changer un peu d'avis. Où je vais faire mon avocat du diable de Jarrett. Alors, le problème que j'ai avec Jeff Jarrett, déjà, il est très simple. C'est que pour moi, j'ai toujours l'image de Vince. Je peux même virer ce gars.
Et hop, c'est bon, j'arrête, t'es viré. Ouais, mais Je sais qu'en fait, c'est un. Je suis sûr il que y a c'est même un. un de nos fidèles dans les commentaires t'as dit c'est pas qu'un simple coup de guitare. Ouais, je m'étais fait reprendre d'ailleurs. Ouais. J'aime pas quand on me reprend. Non, je plaisante. Non, mais je sais, je serais d'accord si ça peut me permettre d'un peu plus le connaître. Surtout que moi, bah, c'est devenu j'ai beaucoup de Madeleine de Proust, parce que malgré toutes ces phrases, le fait que le mec, parce que comme j'ai dit, on l'appelait Triple J à la team. Ouais. C'est vraiment il est très controversé justement dans le booking et que c'est aussi un despote, mais que par rapport à ce qu'il a amené dans le monde du catch, il y a beaucoup de positifs. Et peut-être une émission sur lui, ce serait pertinent. Bah ok, mais dans ce cas, tu chantes When My Baby Tonight en début d'émission. Let's go. Allez. C'est chaud. Allez, c'est parti. J'aurais les paroles pour pas me gourer, mais oui. C'était la rivalité qu'il avait au début de la WWE, je crois, en Ce 80, qui dans les a années permis 90. de lancer le Road Dogg. C'est ça, voilà, avec le Road Dogg. Alors du coup, Donc comme j'ai dit, ça affronte à plusieurs reprises pour le titre. DDP va le prendre, je crois, 1 ou 2 fois quand même. Donc à Spring Stampede et Slamboree, c'est les deux gros, ils se sont vraiment affrontés. Vous pouvez aller voir, mais on est quand même dans la WCW 2000. C'est quand même... je vous conseille d'aller voir des matchs, mais pas les shows en entier. Hein, parce que... l'un des gros problèmes de Rousseau, et pourtant on peut penser que c'est une bonne idée, c'est que Rousseau voulait que tout le monde ait un programme. Le problème, c'est que ça fait des shows inregardables où t'arrives rien à suivre. C'est ça. Parce que tu peux pas te rappeler des programmes des 15 personnes en même temps dans le show, c'est impossible. Les 15, c'est gentil. Toi. Non mais des 15 programmes différents. Que Ah ouais. Voilà, c'est à un moment, tu pètes ta câble, tu décroches. Et ce qui est fou, justement, comme c'est rivalité New Blood contre le Lars Club, le Jeff Jarrett est considéré comme un jeune qu'on veut pousser, alors que Jeff Jarrett il avait déjà une sacrée carrière. Bah, de toute façon, le New Blood, c'est qui? C'est DDP, Jeff Jarrett et Scott Steiner? Non, DDP, il est dans le Million Dollar Club. Ah oui, non, mais oui, non, mais pour les jeunes qui voulaient pusher, ouais, ils avaient tous Steiner, 45 Blood, ans, en oui, fait. Non, c'est ça, quoi. Et que dans les vétérans, on considère DDP, alors que, ok, dans l'âge, il peut être considéré comme un vétéran, mais au niveau de la carrière, Ah bah, c'est le débutant. il aurait... Presque. Voilà, ça aurait dû être l'inverse, techniquement, tu vois, c'est logique. Ouais, à cette époque-là, presque, on peut dire, pour faire un comparaison, Dominique Mysterio a une plus longue carrière que DDP. À cette époque-là. Presque. Ah bah oui, ouais, bah oui. Presque, oui, parce oui, qu'on est oui. qu'à 4-5 ans de carrière. Ouais, c'est vrai, bien vu, bien vu. Et dans cette année 2000, il va y avoir un gros truc marquant, un truc où les fans vont vomir. Pour moi, c'est l'un des plus gros, c'est l'un des trucs les plus débiles de l'histoire de la WCW. Bah, de me faire apparaître ce mec-là, ok. Je donne le titre, non. Et la promotion du film, non plus. C'était pour quel film déjà? Ah oui, un film Ready to où Rumble. Ready to Rumble, le film où on se moque de la gueule des catcheurs. C'est ça, des fans de catch. Des fans de catch, On ouais, fait ouais. passer les fans de catch pour des mecs à QI négatif, quoi. Il y a deux particularités dans ce film. Rey Mysterio se pète le genou. Bah, ce qui lui permet de plus être là à la fin de Voilà. Et si vous cherchez bien, si vous le regardez, bon, vous faites pas chier à regarder ça, mais si vous le regardez, il y a John Cena. Oui, tu as dit qu'il apparaissait dedans. Ouais. C'est tout. Et donc, en fait, c'est l'arrivée de David Arquette. Donc, gros fan de catch, justement, lui, il a essayé d'avoir même plusieurs rédemptions dans l'ère moderne. Il s'est même fait péter la gueule par... Par Nick Cage, ça c'est rare. Peut-être on en parlera un jour, justement. Nick Cage, faudrait trouver un thème d'émission. Bon, peut-être on pourra parler un peu des gars du deathmatch ou des trucs On comme pourrait ça. parler des catcheurs les plus tarés de l'histoire du catch. Moi, j'aime bien ça. Ouais. On pourrait. Déjà, moi, je te cache pas que j'ai besoin de savoir si les gens sont d'accord. Mais on avait parlé d'une émission de parler un petit peu du traitement des catcheurs de couleur à la WWE. C'est controversé. Mais ça, c'est un sujet qui me plaît. Donc, essayez de nous faire des retours sur cette idée d'émission parce que vraiment, on en a parlé avec Thomas beaucoup en off. Et Ah, on ça, aimerait c'est- bien le faire. Est-ce que vous serez chaud parce que ce sera une émission un peu tendax. Ouais. Mais ça pourrait être vraiment très intéressant. Ouais. Parce que je pense que ce serait bien de remettre un peu l'église au milieu du village. Clairement, Par rapport à la WWE. clairement. Triple H qui se prend en singe quand il est face à Mark Henry, par exemple. Ouais. Et il y en a d'autres. Hein. Non, mais... Il y en a d'autres. Donc on revient sur David Arquette. Donc comme on a dit, c'est pour promouvoir le film Ready to Rumble. Comme c'est un gros fan de catch, le mec est hyper content d'être là. En plus, l'argent qu'il va prendre, parce qu'il y a beaucoup de mauvais, hein, on va y venir. Mais par contre, il y a du positif quand même, parce que comme David Arquette, c'est vraiment un fan de catch, et ben il donnait tous ses salaires aux charities de la famille d'Owen Hart. Ouais. Donc déjà c'est la classe. Et lui, en fait, juste on lui disait de faire, on lui donnait des ordres à faire. Donc il disait ok, mais il ne voulait pas. Oui, il a jamais voulu être champion. Il a jamais voulu être champion. Et évidemment, Rousseau, il va faire non, mais c'est cool, mec, t'es une star, on va te mettre champion, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment une star? À l'époque, oui, hein. Eh, mais c'est pas Brad Pitt, quoi. Ouais, mais à l'époque, David Arquette, il marchait bien, hein. Moi, la seule souvenir que j'ai de David Arquette, c'est dans ses Friends. Déjà, il est marié. Où il y a un épisode de Friends voilà. où ils s'appellent tous Arquette. Arquette, oui. Tu te rappelles? Oui, je m'en souviens, mais à l'époque, c'est le boom des films Scream. Il a joué dans Scream, ouais.
Donc, non, il était quand même son gros sens aux États-Unis. Mais ça a presque été ça lui a presque baissé sa popularité, non? De quoi? La WCW Arcade. Ah bah oui. Lui, il en est pas sorti grandi. Ah non, il est pas sorti grandi parce que les fans vont vraiment le rejected, comme on dit en anglais, quoi. C'est vraiment, ils vont vomir dessus, quoi. C'est de la mauvaise hit, quoi. C'est vraiment de la go away hit. Les gens vont être dégoûtés. Les gens n'ont jamais accepté pour vous imaginer. Donc, on va peut-être, voilà. David Arquette devient champion de la WCW. Je vais vous donner le match et en plus, on est vraiment Rousseau full force, hein. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. On est un Thunder. Ouais. On est dans le show B. Ah oui, c'est même pas, C'est pas pay-per-view. On est à Thunder. Et comme ils aimaient bien faire à l'époque, on est dans un tag match. Donc le champion, il me semble que c'est Jeff Jarrett. Jeff Jarrett en équipe avec Eric Bischoff, face à David Arquette en équipe avec DDP. C'est pour ça que c'est important de parler de ça, parce que DDP est dans l'équation. Voilà, parce qu'en fait, ça va être un gros tamis de DDP, David Arquette. En fait, ils vont être alliés tous les deux. Et, vers la fin du match, Arquette met un spear tout pourrave à Eric Bischoff, et il fait le pin à Eric Bischoff pour devenir champion de la WCW. Moi, je me rappelais d'un match en cage ou un truc comme ça. Non, ça c'est quand il va trahir DDP qui va tourner. Ok, on va y venir. Mais c'est une catastrophe, parce que déjà, on est encore une fois dans cette connerie, Nash l'avait fait. Donc, on est dans un tag match, où n'importe qui prend le pin devient champion du monde poids lourd. Ouais, ouais. On peut même pin son partenaire. Tu peux piner ton partenaire. Donc, en fait, si vous voulez, Eric Bischoff, vous pouvez pin Jeff Jarrett. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est déjà catastrophique. Bah, déjà, de mettre en jeu le titre mondial dans un tag match, déjà, j'ai du urticaire. Comment tu peux te lever le matin et te dire, putain, j'ai une super idée, je vais faire un tag team où tu peux taguer ton partenaire. Je sais pas. Mais comme j'ai dit, ça vient pas que de Rousseau, parce que Nash l'avait fait aussi. Ouais. Donc, vraiment catastrophique, quoi. C'est vraiment, Nash, je pense que juste c'était pour faire le feignant et pas prendre de bump, hein. C'est pas son genre à Nash. Fallait donner beaucoup d'argent. C'est vrai. Pour qu'il tombe Nash, tu me dis pas ce que ça te coûte. Oh, putain. Mais du coup, catastrophique, parce qu'on est dans le show B, voire C, quoi. On donne le titre à un mec qui est... Moi, ça me dérange pas qu'on mette ça en avant, machin, s'il est bien utilisé. Mais le gars, non, il était pas catcheur à l'époque, pas du tout. Et même lui, il ne voulait pas. Et en fait, ça va partir en couille, parce que les gens vont vomir, ça va baisser les ratings, qui étaient déjà bien en baisse à l'époque. Vraiment... Tu pouvais pas mettre un mec avec... C'était avec Jarrett déguisé en personnage de Scream, ou je sais pas, tu le mettais un peu, et puis tu les faisais se taper sur la gueule sans pour le titre. Non, mais qu'il soit ami de DDP, qu'il soit là, genre, en tant que manager ou machin, qu'on le montre, pour essayer de faire de la pub, je comprends. Mais ne le mettez pas dans les matchs, quoi. Et en plus, il va pas garder le titre longtemps, heureusement. Mais on va arriver à ce fameux match en cage, justement, on est dans la triple cage. Ce qui a fait énormément de mal aux fans de catch de l'époque, c'est de se dire que David Arquette est dans la liste des catcheurs à avoir eu la Big Gold Belt. Et même pire que ça, parce que la Big Gold Belt rentre dans l'héritage du titre NWA. Voilà, donc ça veut dire Ric Flair, Steamboat, Vader. Voilà, en fait, c'est de dire que David Arquette est dans cette liste alors qu'il a rien à y foutre. Il a rien à y foutre. Enfin, Vince Russo est pas champion aussi une fois. Bah si. Ouais, voilà. Ouais. Pas tu demandes. Un booker champion de catch. Tu sais ce que je veux dire? Un arbitre meilleur buteur de la Coupe du Monde. Bah, tu veux que je te dise comment il est devenu champion du monde, Vince Russo? Comme ça, c'est marrant. Hein. C'est pas en passant à travers une cage. Exactement. On est encore une fois dans cette triple cage de con, parce qu'il a bien utilisé, donc la cage complètement dangereuse. Et il est face à Goldberg. Et Strubal était pas catcheur, il faisait des commotions cérébrales à tirer l'arigot. Donc du coup, il catchait avec un casque de footballeur américain, parce que justement pour éviter de se prendre des chocs sur la tête. Et en fait. Mais ça, c'est legit. Oui, c'est legit. Et du coup, Goldberg, comme un gros neuneu, lui fait un énorme spear, et il le passe à travers la cage, sauf que c'est pour ceux qui sont premiers de la cage. Tu te rappelles, c'est ce qu'ils avaient fait avec Rob Van Dam et Kane? Oui, sauf que t'as... Eric Bischoff est arrivé, il a dit non, c'est un finish de merde, ça marche pas comme ça, et hop, ça repart. Je pense que c'était un petit tacle. Ouais, catastrophe, quoi. Et donc, du coup, David Arquette il va dropper son titre, il va même pas le perdre, techniquement. Parce qu'il va le perdre, mais il va pas le perdre par un combat. Il va pas se faire défoncer. Il va le donner à Jarrett. Justement, on est dans un triple threat ou quadruple, je sais plus, dans cette cage de con. Et en fait, on a l'impression que Arquette et DDP vont réussir à s'allier, et que peut-être que Arquette va laisser DDP redevenir champion, ou machin. Et en fait, au dernier moment, il va mettre un coup de guitare à DDP qui va permettre à Jarrett de redevenir champion du monde. Donc c'est nul. C'est nul. Vraiment, c'est pas bien. C'est incroyable de faire ça. Mais de toute façon, la WCW, il y avait déjà des clous partout autour du cercueil, non? Oui. Là, on est vraiment dans la mort, quoi. Il va y avoir un petit regain, justement, parce qu'on va arriver en 2001. 2001, c'est quand Rousseau se casse. Donc, ça va beaucoup mieux. Bischoff essaie de redresser la baraque. C'est le moment où Bischoff va essayer de racheter l'entreprise. Et tout ça. Donc, mais au niveau des catcheurs couchés, au niveau des matchs et tout, 2001, c'est vraiment pas mal. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, le gros champion de l'époque, la méga star, c'est Scott Steiner.
J'en tirerai jamais d'éloge, hein, parce que Scott Steiner, Big Goldbet, à l'époque, moi, j'en baffe partout. Ouais, il y a un poil de charisme. Un poil, hein, voilà. Et ça va être, il va avoir deux gros rivaux, Booker T et DDP. Donc Scott Steiner, il va tourner entre les deux. Et DDP, il va avoir des matchs de championnat dans les derniers mois, mais il va pas gagner, parce que Steiner c'est champion. Parce que le dernier champion de la WCW, c'est Booker T. C'est Booker T qui battra le gros règne de Steiner, en fait. Bah, Booker T, de toute façon, il arrive à l'invasion en étant champion. Je crois même qu'il gagne son 5e titre, il le gagne le dernier Nitro. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça, où il est déjà champion. Ouais, je crois qu'il est déjà, je sais plus. Mais du coup, dans le dernier pay-per-view de la WCW avant le rachat, c'est Grid, donc en 2001 Grid, et le match, justement, le main event, c'est DDP contre Scott Steiner dans un match hardcore. Ou brutal. Non, il est peut-être pas hardcore, mais on est à l'époque entre Rousseau et post-Rousseau, en fait, les disqualifications, machin, les arbitres, ils fermaient un peu les yeux. Hein, ils en avaient un peu rien à foutre de la WCW. Donc des fois, on pouvait utiliser des chaises devant l'arbitre, il n'y avait pas de disqualification. Ça dépendait comment il était luné. Ouais, ça, j'ai jamais compris. Mais je vous conseille ce match, du coup. Parce que ça permettra Donc tu as redit le Grid 2001, Scott Steiner contre DDP. Ah, Grid, c'est le nom du pay-per-view. C'est le nom. Ah ouais, d'accord, j'avais pas compris ce que tu disais. Parce que vraiment, même si c'est des pay-per-views pas vendus, pas regardés, justement, donc c'est un peu méconnu. Mais c'est des matchs, moi, il y a, on va dire, il y a à peu près 10 ans, je m'étais retapé pratiquement tous les pay-per-views de l'année 2000 et 2001. Bon, les pay-per-views de l'année 2000, j'ai souffert. Hein. Voilà. J'ai pas eu le courage de me retaper tous les nitros. Si un jour, je prends une année sabbatique ou pas, je me retapais tout 99 et 2000. Enfin, si tu te prends une année sabbatique pour te taper tout 99 et 2000, va au boulot. Mais je serais curieux, en fait, parce que j'ai jamais tout vu. Ouais. Et je veux vraiment voir de mes yeux à moi, en détail C'est vrai qu'on est tellement vampirisé par rapport à tout ce que les nous disent, c'était de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu vois que toi, au moins, en 2001, tu réhabilites un petit peu. Ouais, bah oui, c'est ça. Vraiment, comme je dis, fin 2000 et début 2001, WCW, c'est pas mal. Hein. Ah, après, le départ de Rousseau. Oui, voilà. Mais du coup, DDP, donc il est quand même à la WCW jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Lui, on peut vraiment dire catcheur WCW as fuck. Ah oui, lui, c'est un visage WCW. Il fait partie des catcheurs rachetés par la WWE pour l'invasion. Oui, parce que je pense que lui, son contrat, c'était pas l'un des plus chers. Ouais. Et que il s'est dit, bah, je vais continuer ma carrière, c'est cool. Et encore une fois, on revient sur ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est un bon soldat. Ça veut dire qu'il accepte tout. Ah bah là oui, là il a accepté la harissa, les oignons, tout pris dans l'oignon, hein, tu m'excuseras, mais parce que là, moi, c'est des trucs qui m'énervent. Et je l'ai déjà dit dans une vieille émission. L'émission sur le traitement des stars WCW. Là, on va pouvoir en profiter parce que cette émission-là, maintenant, elle a quasiment 5 mois. On est aux périodes de Noël. Donc, on va pouvoir en reparler. C'est très simple. DDP, il est vendu à la WWE. Je te micro-coupe. Là, Thomas je vais beaucoup le laisser parler. Baissez un peu le son parce que moi, je parle plus fort que Messiah. Voilà, mais là, c'est vraiment, Thomas va pouvoir faire un bon gros résumé et un bon gros bilan. Très salé. Tu me rattrapes quand je dis des conneries? Oui, vas-y. DDP est vendu alors en fait, DDP, pour se faire une place Stury, là, on a énormément parlé dans ses épisodes sur l'invasion. Je ne veux pas paraphraser, peut-être je vais le faire sans vouloir, c'est pas voulu. DDP, il veut se faire une place à la WWE. Et pour faire une place à la WWE, il décide de péter la gueule à l'une des plus gros visages de la WWE, c'est le Taker. C'est ça. Mais pour que le Taker s'intéresse à lui, il décide de s'en prendre à sa femme. Mais c'est qu'elle fait, c'est la storyline. À la base, ça aurait dû être juste un coup comme ça. Le but, c'était que le Taker le remarque, et après, Sarah était virée de l'équation. Après, on venait à un match DDP Taker. Mais c'était bande de quoi la WWE, ils ont décidé de faire de DDP un stalker. Alors, comme on a dit, comme c'était pas les plus gros stars vu qu'ils avaient racheté, on va dire les mecs un peu moins élevés, et ben, à part Booker T, il va quand même bien s'en sortir mine de rien. Les autres, ils vont s'en prendre plein le cul. Ah mais donc Vince, il voulait protéger ses mecs parce que justement c'était des gros rivaux. Je veux que mon vestiaire reste sain, blablabla. De toute façon, tu pouvais pas lui pipo. Voilà, pipo, parce que si tu faisais faire venir tout le monde et que tu les bouclais bien, tu faisais 2 fois plus de pognon et que les mecs de la WWE, ils auraient été contents parce qu'ils faisaient du pognon. Ah mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu explosais. Alors, à part peut-être des JBL qui auraient été un peu aigris ou des trucs comme ça, parce que là, on parle beaucoup de JBL à ce moment-là parce que c'est un des fers de lance. Mais le gros chef de ça, c'est le Taker. Parce qu'en fait, à l'époque, le Taker, il est en American Badass. Il a un gros ego. Il a vraiment un gros ego. Je pense que c'est vraiment au niveau de sa manière d'être et de sa façon d'être où
il est très négatif. Ouais. Il est toxique, limite, Bah, à ce moment-là. Alors que ça n'a pas du tout été le cas dans la majorité de sa carrière. Il à ce a moment-là, il a un melon, je pense, démesuré. Il a un overall de note de 62 sur 100 en termes de in-ring. Il a un in-ring à chier. Non, parce que ça aussi, je veux le redire et je veux le redire. Tant pis si je dois me faire insulter. L'Undertaker devient un catcheur En 2006. en 2006. Il a des moments très marquants, on va dire. Il a des pics de in-ring incroyables, mais c'est parce qu'il a des adversaires incroyables dans les années d'avant. Shawn Michaels, Shawn Michaels, Steve Austin, Mick Foley, Voilà. Triple H. Voilà, quand il affronte ce genre de mec, ça donne des très très bons matchs. Mais par contre, quand il affronte du mid-card, ou quand il affrontait les gros styles de l'époque, bah, c'est pas terrible. Ouais. Et surtout en American Badass. En American Badass, c'est là où il va devenir feignant, il va être à l'image de l'air attitude, donc ça veut dire que le in-ring, on s'en branle. Et lui, il va s'enfoncer, vraiment, parce que je pense que le pic de ça, c'est 2001. Ouais. C'est l'invasion. C'est l'invasion. Où, je suis désolé, je vais paraphraser, mais cette phrase me fait beaucoup trop rire, on va leur apprendre à catcher. Il voulait apprendre à catcher au mec de la WCW. Ils savent pas worker. Ils savent pas, ouais. Voilà. Alors que lui. Ils voulaient pas worker. Mais je crois que je le dis, hein. Ouais. Mais en fait, le problème de ça, c'est que ce qui me fait chier pour DDP, c'est que le mec, il arrive, il a 42-43 ans. Ok, on l'a déjà dit, quand tous les catcheurs quand la WWE re-signe tous les catcheurs de la WCW, la plupart du temps, les mecs ont un certain âge, ils peuvent plus rien faire. Scott Steiner, je l'ai déjà dit, tu lui colles un autocollant dans le dos, il peut pas l'enlever. Bon, lui, il arrivait après, en plus. Hein, donc, Triple H, il a niqué ses potes Kevin Nash. Triple H, de toute façon, on est dans la période reine de la terreur quand tous les stars WCW arrivent, les vrais stars WCW arrivent, il encule tout le monde, excusez-moi pour le terme, à un moment, il faut dire la vérité, même son pote, hein, il l'entube, donc voilà. Mais DDP, la WWE le fait passer pour un stalker, le mec il court après Sarah alors qu'il a Kimberly. Et vraiment, bon, on va pas faire du physique bashing, mais la femme de l'intérieur de l'époque, Sarah, Elle est lambda, elle est lambda. sans chercher du lambda, sans chercher du comparé à truc. Kimberly Page, Elle est lambda, il y a un monde. elle est lambda, c'est c'est courir après Piper Niven quand t'as Liv Morgan. Oui. Toute proportion gardée et avec un immense respect pour Piper Niven. C'est juste pour vous dire, on est au niveau, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est pas... Et toujours sans aucune misogynie. C'est vraiment, mais c'est prendre les gens pour des cons. C'est prendre les gens pour des cons. C'est ça le problème, c'est que tu peux pas te dire, déjà en plus. Et surtout, ben non, mais même cette gimmick, il y a rien qui va. Le mec, c'était le visage, c'était l'âme de la WCW, c'était un héros, un face. Même si elle voulait faire passer il aurait dû être un des fers de lance du côté WCW, ce qu'il n'a pas été. Et cette gimmick, c'est horrible. C'est comment baiser le mec, quoi. Alors que le mec était populaire comme jamais. Là, vous le faites passer pour un psychopathe, un stalker, comment s'appelle, un maniaque. Allez voir. Parce qu'il y a des segments où il a des photos de Sarah partout Oui. dans des pièces avec des bougies. Et après, il est à les lumières. Voilà. Va savoir ce qu'il fait. Voilà, c'est louche. Mais en fait, le truc, c'est que le seul bon moment. Alors là, c'est complètement décousu, les gars. Je suis désolé parce que là, c'est le sel total. Moi, ça me dégoûte l'utilisation de DDP à la WWE. Il y avait, alors, comme je l'ai déjà dit, il y avait pas, je voulais pas en faire un main eventer, mais en faire un mec crédible. Il y avait de quoi faire. C'est ça. Parce qu'aller voir quand il enlève le masque et qu'on voit que c'est lui. Les gens sont fous. Les gens sont fous parce qu'en fait, on ne sait pas, il est cagoulé au début. On sait pas que c'est lui. Quand il enlève le masque, La cagoule. la cagoule, les gens sont fous. Et c'est ça. C'est Et un en fait, monstre. derrière, ils vont le massacrer. Et déjà, Ils vont pas le massacrer. Et encore, moi, déjà, la gimmick, je suis pas pour, c'est une catastrophe. Non, mais complètement. Mais si tu le bookes bien, et que derrière, ça fait des matchs à peu près potables ou corrects, et que le mec a de l'offense et tout, on va dire, pourquoi pas? Sauf que là, comme j'ai dit, il affronte le Taker, qui va l'enterrer, Puis en plus, le fesser, l'enterrer, tout ce que vous voulez. Parce que DDP ne va jamais le battre. et le Taker va rien lui donner. Il va rien lui donner, donc ça veut dire que dans les matchs, C'est des squash. C'est du squash. À Total. tel point qu'il y a même un match où Sarah Taker, qui n'est pas une catcheuse, va piner DDP. Donc, La plus intelligente, c'est Kimberly. voilà, d'être pas venu. Et après, il va se trouver un partenaire, donc Canyon, où ils vont être champions de la WCW et qu'en fait, ils vont être en rivalité face à Taker et Kane. Et les deux matchs, mais c'est des purges, quoi. C'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment, oui, vous avez embauché des mecs, comme on disait avec le Styrone à l'époque, c'est embaucher des mecs pour les humilier à la télé. Et vraiment, le dernier match, le match en cage, comme ça a déjà été dit, mais je vais le redire, donc c'est Canyon DDP contre Taker et Kane dans un match en cage pour l'unification des deux titres par équipe, WWE, WCW. Déjà dans le match, il y a deux choses qui vont pas. Kane est blessé, donc il peut pas prendre de bump. Déjà, le mec, on l'enlève pas. Déjà, il est blessé, mais il est là. Mais du coup, lui, il peut pas chuter. Et son partenaire, Undertaker, lui,
il veut pas chuter. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans l'émission sur les stars de la WCW, les traitements. Et ça va tellement loin dans l'humiliation de DDP et Canyon que même dans le booking du match, ça a aucun sens. Parce qu'en fait, les deux vont débranler DDP et Canyon, vont les défoncer. Au bout d'un moment, Canyon va réussir, on va dire, à enfumer un peu Kane. Et en fait, il va s'échapper de la cage, avec cette règle que j'aime pas du tout on va dire, de escape the cage. Du coup, DDP se retrouve tout seul face aux deux. Donc, c'est complètement stupide de faire ça, de laisser son partenaire tout seul face aux deux monstres-là. Tout seul, voilà. Et en fait, le Taker, il a tellement humilié DDP que dans le match, où il regarde le DDP, il lui met une tape sur l'épaule, il fait c'est bon, me fais plus chier, gamin. T'en as assez pris. Vas-y, je te laisse gagner. Vas-y, tu peux y aller, tu peux te barrer. Du coup, DDP sait pas trop quoi faire, du coup, il essaie de grimper à la cage. Et en fait, à l'extérieur du ring, il y a Sarah Taker, elle fait mais qu'est-ce que tu branles? Et il y a Kane, il fait et tu fais quoi, mon ref, là? Du coup, le Taker, il fait ah oui, mais faut quand même que je lui en mette plein le cul, en fait. Et du coup, il fait oh, fuck. Et en fait, il rattrape DDP, il le massacre, et ça finit comme ça. Donc ça a même pas de sens. Ouais. Pourquoi tu veux le laisser gagner alors qu'il y a les deux titres à gagner? Mais parce qu'en plus, je pense il y a même pas une question, même si c'est une rivalité personnelle et que, on va dire, la haine qu'il a face à DDP est au-dessus des championnats, je veux bien le truc. Sauf que là, t'as envie de faire de la bonté. Bah non. Tu l'as défoncé jusqu'à maintenant, défonce jusqu'au bout, en fait. De toute façon, tu l'as tué. Tu l'as tué, donc... le Taker, il a flingué. Et ce truc-là de faire un genre, je suis gentil et je laisse, je suis magnanime, bah, c'est encore plus stupide. C'est ce qu'il a fait avec Jeff Hardy en 2002. Le match. Ouais, mais ça, c'est un bon match. Et à un moment, il est pas magnanime. À la fin, il lui serre la main de respect et tout ça. Ouais. Alors que DDP, pas du tout. Quoi. Mais je suis content quand on parle de l'émission sur Christian où tu dis que DDP a quand même des matchs après. Même si c'est pas pertinent, même si c'est pas au carte. Comme j'ai dit, il va avoir la toute petite rivalité avec Christian, où il va être un peu son mentor. Et ça va amener à WrestleMania 18. Oui. DDP contre Christian et lui permettre d'avoir un titre à WWE, mais le titre le plus osef, le titre européen. Mais les mecs, pour moi, ce qu'a fait Vince McMahon en termes de refus d'argent à l'invasion, c'est criminel. Oui, c'est criminel. Refuser autant de pognon alors qu'il te tend les bras et que c'est facile. Je reprends l'exemple Goldberg, on l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Et surtout que, non, même avant l'exemple Goldberg. Non, mais le contrat de Goldberg, tu le rachetais, c'était 6 millions de dollars, il était remboursé en un pay-per-view. Point. Et je rappelle qu'on est post-heel turn d'Austin et que les ratings, les gens ont été à la télé et sont jamais revenus. Et là, t'aurais pu avoir un truc qui permettait aux gens de revenir. Ouais, je suis d'accord. Parce que on va dire la concurrence n'était plus là. Donc déjà, la plupart des fans de WCW, ils n'ont pas forcément été vers la WWE. Ils entendent que la WWE rachète la WCW, ils se disent ah bah putain, je vais pouvoir continuer de suivre. Je vais pouvoir voir mes dream matchs. Mes dream matchs et les stars que j'ai kiffé suivre. Et ils sont pas là. Donc les gens, ils se sont dit bah on continue de s'en branler. Plus Austin est devenu méchant, donc on s'en branle. Même s'il a alors il a par contre des. Il est très drôle, moi j'adore le run de Steve Hill, à tout ça, moi je kiffe. Mais en termes de pognon, ils ont commencé à perdre du pognon et de l'audimat comme jamais, et ils avaient un moyen de remonter la pente, et il l'a pas pris. La perche était là, elle était gratuite entre guillemets. Parce que comme tu dis, en termes d'argent, il se serait remboursé tout de suite. Parce que quand on voit que le pay-per-view Invasion, avec la carte qu'il y avait, ils ont fait 750 000 achats, il me semble. Là, comme on avait dit dans une autre vidéo. Ah, mais il pétait triple. Il remboursait tout l'argent. Mais l'invasion, c'est quand même un thème qui revient souvent quand on en parle. On ressort souvent les mêmes choses parce que finalement, tout le monde en a déjà parlé, tout le monde en a dit. Mais c'est vrai que je finirai là-dessus pour DDP à la WWE. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse de lui un main eventer, mais un mid-carder crédible. Champion intercontinental, après les jeunes. Ben oui. Donc gagner des matchs en étant fort. Et perdre contre des mecs qui ont envie de pusher. Tiens, genre, je vais faire des dream matchs, mais je sais pas, des DDP contre Chris Benoit. Tu pouvais leur faire affronter Chris Benoit. Ou contre Rob Van Damme. Même contre Chris Jericho. Bah, là, il y a eu un tout petit peu Christian, mais c'était déjà trop tard. Parce qu'il était déjà bousillé, mais il aurait pu avoir plein d'adversaires sympas où il aurait pu les mettre en avant. Après, je pense aussi que DDP arrête parce qu'il me semble que depuis... Alors, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler quand on va arriver sur le dernier thème de l'émission, à savoir le DDP Yoga. Yes. Il s'est gravement blessé au dos en 98, DDP. Et c'est le DDP Yoga qui l'a... Enfin, c'est ce qu'il a inventé qui l'a un peu permis de revenir. Oui. Parce qu'en 98, quand il se blesse au dos, on lui a dit c'est fini, tu reviens plus. On n'a pas parlé. C'est pas 98. C'est 98. Parce qu'il catch 99 et 2000. Alors non, on lui a dit tu reviens plus. Et lui, justement, il veut pas abandonner. C'est là où il cherche une méthode de yoga ou quelque chose pour lui permettre de re-catcher.
Ok. Et c'est là qu'il crée le DDP Yoga. Et ça lui permet de catcher 99, 2000, 2001, 2002. Peut-être qu'après, je pense qu'en 2002, puis après ce qu'on lui a fait à la WWE, il a dit c'est bon, stop, j'arrête quoi. Parce qu'est-ce qu'il a catché après ailleurs? Bah, à la EW. Il a eu un match à la EW. Lui, mais là récemment. Récemment, donc Moi, je te parle après la WWE. Après, non. Après, il s'est concentré justement sur le DDP Yoga où il va en faire une marque et qui va. Là, on va en parler un petit peu. Hein. On va faire une pause, puis après, on reprend sur le DDP Yoga. Et je pense que lui, il fait part, comme on a dit, si déjà en backstage c'était un bon gars et qu'il a pas de frasque, je pense qu'aussi au niveau de la gestion de son argent, il a été intelligent. Bah après, je pense qu'il a gagné plus d'argent avec le DDP Yoga que tout le reste de sa carrière. C'est peut-être pas sûr non. Bah oui, parce que maintenant c'est très long. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a été intelligent peut-être dans les placements qu'il a fait. Oui, mais il faut se rendre compte que quand ça explose... Ah bah, écoute, ce que je te propose, mais ça pour une fois, c'est moi qui le dis. On fait notre petite pause et on reprend sur le dernier chapitrage de l'histoire avec le DDP Yoga et le bilan. Ok. Hein, comme ça, on sera à 1h30, 1h40, ça sera très bien. Je reprends sur l'histoire un peu du DDP Yoga. Tu me dis si je dis des conneries. Non, oui, voilà, les amis, on va faire... je vais laisser Thomas vous présenter le truc parce que moi, je savais certains faits au lieu au catcher, mais... je m'attendais pas à ce que ce soit aussi huge en fait. Ouais, non, c'est un truc de fou. Donc, je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on coupe. En 98, il a des fortes douleurs dans les disques, au dos. Il a fait des Diamond Cutter, regardez Randy Orton aujourd'hui. Les médecins lui disent tu ne peux plus catcher. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Lui, il dit je veux trouver autre chose qui me permet de continuer ma carrière. Je veux pas arrêter. Donc, sa femme, Kimberly, lui dit tu devrais essayer le yoga. C'était peut-être plus Kimberly à l'époque. Peut-être la femme de l'époque. Moi, j'ai lu la femme de l'époque. Je dis Kimberly, c'est vrai que c'était peut-être plus Kimberly. C'est vrai qu'ils se sont divorcés. Mais du coup, il se lance un peu dans le yoga. Il est très sceptique au début, mais il remarque que ça marche bien sur lui. Excusez-moi les gars, il fait chier, j'en peux plus. Et du coup, lui, il décide de se dire, mais le yoga, c'est super bien, mais moi, je suis un mec, je suis dans la force de l'âge. Je veux que ce soit un peu plus avec du cardio, avec du renforcement musculaire et tout. Et il crée sa méthode de yoga. Alors, il l'appelle pas tout de suite DDP Yoga, mais ça devient DDP Yoga. Et comme tu me disais en off, c'est comme le yoga, on a souvent l'image un peu spirituelle et tout ça, et en fait, ça attire pas on va dire des catcheurs ou des sportifs de combat, des trucs comme ça, vers cette forme de sport, de médecine, quoi. Et lui, il décide d'enlever tout ce côté spirituel au yoga et de rajouter un truc, voilà, pour les gens qui font du sport, pour les sportifs de haut niveau, mais même les gens comme toi et moi qui décident de se reprendre en main. Hein, c'est pas gagné, mais les gens comme toi et moi, voilà, le but, c'est de faire que tout le monde puisse s'intéresser à sa méthode. Pour avoir déjà regardé des vidéos, c'est pas mal, hein, le DDP Yoga, c'est pas n'importe quoi. Donc le mec, ça lui permet de continuer sa carrière. Et à un moment, il commence à faire des DVD, des séminaires, des trucs là. Et en 2012, il y a une vidéo d'un vétéran américain qui ne marchait plus et qui remarche grâce au DDP Yoga. Ça devient viral, surtout qu'on est à l'époque, les réseaux sociaux 2012, je pense que ça existe déjà et ça commence à... Oui, ça existait déjà, et là c'est là où ça explose. Ça explose, et ça devient un truc de fou. Et il faut même se dire que, à notre échelle, il a sauvé la vie de nombre de catcheurs, ou il a prolongé la vie de nombre de catcheurs incroyable. Oui, on dira ça un peu dans son bilan, il est limite même plus connu pour ça que pour ça qu'il a le catcher. Déjà, Jake the Snake Roberts, il est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à DDP. Alors DDP, avec tous ses démons, tout ce qu'il a vécu, il a eu un cancer du genou, il a eu pas mal de trucs. Quand il est au Hall of Fame, Jake Roberts, on l'entend même plus parler tellement il n'y a plus de voix. Et là, il est encore manager à la UW, on le voit à la télé. Il est bien. Et il est bien. Ouais, DDP, mais il a pris chez lui. Hein. Chez lui, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, il y a les séminaires DDP Yoga, les vidéos, on va dire les cours. Mais par contre, les catcheurs qu'on va parler, ils ont été chez lui. Donc vraiment le total packaging du DDP Yoga. Et par le coach direct, quoi. Donc du coup, il y avait Scott Hall avant sa mort. Et ben il l'a prolongé, de toute façon Scott Hall l'a dit. Hein. Il a prolongé sa vie. Même, il faut se dire que Scott Hall, quand il est au Hall of Fame de la NWO, il est plus en forme que Hogan et Nash. Oui, clairement, ouais. Nash, il était en lendemain de cuite, ça se voyait. Nash, de toute façon, quand est-ce qu'il est pas en lendemain de cuite? Il aime bien le vin. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Toi, tu parlais de Cody Rhodes. Bah, c'est un mentor pour Cody Rhodes. Parce que, en fait, DDP, du coup, il a resté en contact avec les catcheurs. Plein de fois. Et en fait, durant les circuits indépendants et tout ça, le Cody Rhodes, qui fait des cutters aussi et tout ça, qui est grand fan de la WCW, forcément, avec son père et tout ça, il s'est lié d'amitié avec DDP. Ils ont beaucoup discuté, beaucoup machin. Et en fait, DDP, il a fait partie de la Nightmare Factory. Donc, du clan de Cody Rhodes, de son école. DDP faisait beaucoup de cours là-haut et tout ça. Vraiment, ils sont très liés les deux.
très 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 liés. Tu penses qu'il a fait partie avec la méthode, il a permis à Cody Rhodes aussi de s'apaissir un peu? Je pense, ouais. Je pense qu'il a dû lui montrer pas mal de choses et de l'aider à son physique. Si aujourd'hui Lex Luger a pu se lever au Hall of Fame. Ça c'est fou, c'est fou. Quand on voit Lex Luger, lui, déjà avec tous les problèmes, toutes les controverses qu'il y a eu autour de lui, et que il est en chaise roulante, comme on a dit, il est toujours, même s'il a commencé à se lever, le gars était stéroïdé, il était musclé comme jamais, vous le voyez, c'est un cadavre. Et grâce au DDP Yoga, le mec, lui, s'est remis debout. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je pense que tous les fans de catch, vous devez avoir un immense respect pour DDP. Oui, parce que rien que pour ça. Parce que pour les anciens catcheurs des années 90 et 80, les mecs ont abusé de la vie, ils faisaient pas attention parce qu'on n'était pas dans le monde de maintenant, parce que les catcheurs maintenant sont beaucoup plus sains et tout ça. DDP, c'est on va dire, c'est quand même un sauveur pour tous ces mecs-là. Bah, tous ceux qui ont le courage d'aller le voir. Ah, il fait des miracles. Hein. Il fait des miracles. J'avais déjà fait cette blague, j'ai envie de la refaire. Chris Jericho. J'allais te le demander. Voilà, Chris Jericho, vous le voyez, surtout la WWE, on les voit, ses transformations physiques. Au début de la WWE, il était gras, gros, on voyait qu'il allait aussi sur la bouteille. D'un coup, il part 2-3 mois pour faire des tournées avec Fozzy, il revient, il est svelte. Parce que pendant qu'en fait, il ne catch pas et qu'il est en tournée avec Fozzy, en dehors des tournées, il fait du DP yoga, il est chez lui. C'est un truc de fou. Hein. Et en fait, le mec arrive toujours à se remettre en forme grâce à ça. Ouais. C'est vraiment, comme tu dis, il faut avoir un immense respect pour ce mec. Pour ce qu'il a fait, ouais. Parce que Dallas Page, c'est pour ça que je dis, on le retient même plus pour ça que pour sa carrière de catch. Mais il faut pas oublier sa carrière de catch. Non, mais je suis content qu'on l'ait un peu réhabilité. Un peu réhabilité le truc. Mais le DDP Yoga, ça dépasse tout, quoi. Ah ouais. D'ailleurs, petit fun fact, et après je te propose qu'on parte sur le bilan. Je serais pas surpris, par exemple, que le Taker qui s'est fait un petit peu opérer du cœur, je crois, récemment, parce qu'à WrestleMania, il était très mal, le Taker. Oui. Eh ben, je serais pas surpris qu'aujourd'hui, dans quelques semaines, on ait des images de lui et du DDP, et avec, chez DDP. S'il a assez d'ego, parce que DDP, ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Et, avant de faire le bilan, comme j'ai dit, vu qu'il était très proche de Cody Rhodes et de la AEW, il a fait des apparitions télé à la AEW, dont il a eu un match par équipe, un peu sympa, où il prend pas grand chose, mais il va dire une cutter, tout le monde était content. Comme il est en forme avec même s'il a plus de 60 ans. Ah, mais il est pas loin des 70. Ouais, pas loin des 70, mais, quand on le voit, il a toujours son sourire. Ouais. Très partageur. Vraiment, il a une bonhomie. Il a une bonhomie de fou, là, même âgé, on le voit. Moi, je suis très content quand on le voit. Et c'est un mec tellement, il est respecté par tout le monde et que tout le monde l'aime bien, vu qu'il a jamais, comme je dis. De frasques, ouais, y a rien. Il y a pas de controverse. On le voyait une semaine à la AEW dans le ring. La semaine d'après, il était dans une émission de la WWE. Ce mec-là, on lui laisse les portes ouvertes, en fait, parce que tout le monde le respecte, quoi. Ouais, mais je pense, parce que là, nous, forcément, on s'intéresse à lui par rapport aux catcheurs. Mais je pense qu'il y a des sportifs américains de tous bords qui ont été faire le DDP Yoga. Oui. Et vraiment, moi je suis content qu'on ait fait cette émission. J'ai envie de dire aux gens, donnez à l'émission la force qu'elle mérite par rapport à DDP. Par rapport à ce qu'a fait DDP. Parce que DDP, c'est vraiment un student of the game. Il a jamais craché sur le catch. Oui. C'est un mec qui était pas catcheur. Il a appris sur le tard. Il a appris sur le tard. Qui a appris à une vitesse parce que le gars était passionné. Et il a explosé tous les compteurs qu'on pensait qu'il atteindrait. Il a permis à ce que vous kiffez le RKO autant aujourd'hui. Je maintiens à le dire que le Diamond Cutter, ça doit être c'est le deuxième finish, le troisième finish le plus reconnu des années 90. Il permet à tous les fans de Goldberg comme moi de dire que de temps en temps Goldberg avait des bons matchs. Oui, aussi. Voilà. Et comme je dis, c'est le troisième finish, je pense après le stunner, le People's Elbow, le rock bottom, il y avait le Diamond Cutter, quoi. Ouais, c'était la folie, hein. C'est la folie furieuse. Je suis content. Et est-ce que tu as encore des choses à dire? Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. Déjà, humainement. Oui, humainement, ça doit être. On peut que l'aimer. Et moi, malgré que sa carrière soit très rapide et qu'il y ait eu beaucoup de bas, c'est quelqu'un que dès que je tombe sur des vidéos de DDP, je suis fasciné de la connexion et de l'aura qu'il a avec le public. Ouais, le People Champ. Vraiment le People Champ de la WCW. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Messiah. Je t'en prie. Les amis, comme je l'ai dit, l'émission, elle était peut-être un poil décousue. Et encore, pas tant que ça. On n'est pas trop parti loin, on a fait un petit peu de digression, mais tranquillement, mais en même temps, la chaleur, on l'a dit, tout était compliqué pour nous, c'était une semaine très compliquée en plus pour toi, oui. Avec le boulot et moi aussi. Donc, je compte sur vous pour avoir quelques retours, notamment sur l'émission un peu controversée qu'on veut faire par rapport au traitement. Je le redis, des traitements des catcheurs de couleur à la WWE. N'hésitez pas à nous dire si ça pourrait vous intéresser, parce que nous, on a vraiment envie de le faire. On va profiter, là, je vais avoir pas mal de moments où on va avoir le temps peut-être d'enregistrer quelques émissions. On va peut-être se lancer un petit peu dans du catch japonais. Oui, de faire une seconde émission sur le catch japonais. Messiah au pays
du catch à l'Est. Ouais. Les couloirs du catch vont à l'Est. Et peut-être éventuellement qu'on pourrait commencer à plancher sur l'émission sur les territoires. On va essayer. J'ai pas dit on va le faire, j'ai Ouais. dit on peut commencer à y penser. Celle-là, vous attendez pas à ce qu'elle sorte dans une semaine. Hein. Ah, la semaine prochaine, de toute façon, je sais pas encore si c'est 17 questions ou si c'est la deuxième partie sur Shawn Michael. Voilà, on voit si on vous envoie une petite émission avant le climax de cette saison 3. Ouais, et puis surtout que on est très attendu. Hein. Parce que la première partie, elle a très bien marché. La NWO, je suis très content parce que les gens ont fortement apprécié. Donc j'ai vraiment envie que c'est les deuxièmes sur Shawn Michael, ce soit à banger. Vous inquiétez pas, la deuxième carrière de Shawn Michael, elle est gravée dans mon cerveau, donc j'aurai beaucoup de choses à dire. Alors les amis, je compte sur vous. Un petit j'aime, un commentaire, la cloche, le Discord qui va arriver. Oui. Enfin, où ça va être un peu plus sérieux. Et merci pour tout les amis. Salut! Salut!